est ravi d'accueillir Bruno Corbara. La première fois qu'on me l'a présenté, on m'a dit il est myrmécologue. Donc j'étais un peu circonspect. Qu'est-ce que c'est que ça, myrmécologue? Ça vient de Myrmous. Myrmécos. Myrmécos? Oui. On m'a menti. On m'avait dit que ça vient de Myrmous la fourmi. C'est un mensonge absolu. Bon, très bien. Je suis pas helléniste. Ben, voilà. Donc, et en tout cas, il est éthologue. Ça veut dire que tu t'intéresses aux interactions dans le monde animal. Éthologue, c'est l'étude du comportement des animaux, plus spécifiquement. Et il a conduit beaucoup d'expéditions en Guyane. Oui, en particulier, il y a eu un moment où on a beaucoup parlé des choses qui avaient lieu autour de ces expéditions, puisque tu as participé à l'expérience du radeau des cimes. C'était un dispositif tubulaire, une espèce de grande toile d'araignée qu'on posait sur la canopée pour que des tas de gens puissent accéder dans la canopée au prélèvement d'insectes et de végétaux qui n'auraient jamais pu être accessibles par en bas. Oui, hein, oui, entre autres. Oui. Et puis, là, ce soir, tu nous proposes une conférence autour d'un article que tu as écrit dans la revue Espèces, qui s'appelait Alliances et mésalliances dans les tropiques. Tu vas nous parler, alors tu vas nous parler en deux temps, plutôt dans un premier temps, si j'ai bien compris, de coévolution et d'interaction animale, puis dans un deuxième temps, tu vas donner beaucoup plus d'exemples, et on va revenir entre autres sur les fourmis. Et nous, il y avait on a des artistes en nombre dans la maison de l'écologie, donc on avait été très, très séduits par l'expression qu'on a entendue quand on a parlé de cette conférence de jardin de fourmis. On trouvait ça très joli, l'idée jardin de fourmis, et on en a fait quelque chose graphique. Donc vous voyez, c'est cette affiche, je ne sais pas si vous l'aviez croisée, il nous en reste quelques-unes, vous pouvez partir avec si elles vous plaisent, t'en veux une? Et c'est un des axes aussi, t'en veux une aussi? Ça marche. C'est un des axes aussi d'essayer de voir comment on peut parler des événements d'une manière un petit peu spécifique. Il y a une recherche quand même vraiment artistique. Je vous montre la prochaine conférence. Elle est là. Hop. On reste un petit peu dans la même logique. Ce sera Bastien Bousseau, qui est chercheur, qui va venir nous parler de symbiose. Et il a beaucoup insisté, il a dit je veux bien parler de symbiose, mais je veux aussi parler d'effondrement. Donc je pense que lui, il va parler d'effondrement des espèces, sachant que c'est vrai que c'est une thématique qui a été beaucoup à l'ordre du jour cette année, puisqu'on a invité des collectifs à venir parler. On a eu Extinction Rebellion, qui était là il n'y a pas longtemps, qui a passé une assez mauvaise journée, je crois, qui est un mouvement de désobéissance civile qui essaye d'attirer l'attention sur la gravité de la situation écologique. Et puis on a eu aussi les mouvements Lyon Climat, Youth for Climate, l'organisation des marches un petit peu qui s'est fait ici. Donc il y a une logique un petit peu à la fois scientifique, où la question de la vulgarisation scientifique nous tient à cœur, et de l'autre côté, une question autour des luttes et des résistances qui nous tient aussi à cœur. Je pense qu'on marche sur ces deux jambes-là. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté cette introduction, et maintenant on va écouter Bruno. Petite chose pratique, juste les toilettes. C'est juste à droite en sortant. Et si vous voulez vous éclipser discrètement parce que vous pouvez sortir par la porte de la cour. Ouais. Voilà. Et j'ai utilisé un argument, alors j'ai utilisé deux arguments absolument déloyaux pour essayer d'attirer du monde ce soir. Compte tenu de la canicule, j'avais très peur. Donc j'ai dit qu'il faisait frais ici. Je ne sais pas si c'était tout à fait vrai, mais j'espère qu'on voit quand même la différence avec l'extérieur. Le deuxième, j'ai dit que Bruno avait été le professeur, entre autres, de Pablo Servigne. Ouais. Voilà. S'il y en a qui sont curieux de cette affaire, vous pouvez lui poser des questions. En tout cas, moi, je vous dois, à Bruno et puis à ta compagne Martine, ici, quand même, le passage d'un cap sur la réflexion autour de ces questions d'effondrement et d'urgence écologique. Mais on en parlera peut-être dans le déroulé des questions. Merci Yann, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne parlerai pas d'effondrement, je ne parlerai pas d'extinction des espèces. J'aurais pu, parce que je travaille aussi sur ces problématiques-là, je travaille aussi sur les problématiques d'impact des modifications du climat sur la biodiversité. Mais bon, ce soir ça va être positif. Ça va être positif avec en filigrane évidemment le négatif que vous connaissez tous. Il n'y a qu'à voir un peu la température qu'il fait ici. Je viens de regarder à Cayenne, il fait 29 degrés. Donc les tropiques, ils ne sont pas sous les tropiques, ils sont ici. Donc ces bouleversements-là, ils ont une incidence énorme sur tout l'ensemble du vivant et donc par cascade sur nous-mêmes.
Et le choix aujourd'hui, bon, Yann m'avait demandé plusieurs... il m'a dit tu présentes un peu ce que tu veux, et j'ai dit ce soir je suis positif, je vais montrer des choses qui sont les interactions entre les êtres vivants, d'abord des choses un petit peu générales, puis ensuite un petit peu plus précises par rapport à des choses que j'ai étudiées moi-même et que je continue d'étudier sous les tropiques. Interaction entre les vivants, alors on a déjà utilisé à plusieurs reprises le terme de biodiversité. Souvent quand on parle de biodiversité, on a en tête quoi? On a en tête la diversité des espèces, une espèce de catalogue des espèces. C'est ça la biodiversité bien sûr, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est la diversité des interactions de toutes ces espèces. Chaque espèce est connectée à tout un tas d'autres espèces, parfois de façon très lâche, parfois de façon très étroite. Et quand il y a des disparitions d'espèces, eh bien, il y a des liens qui disparaissent aussi. Et c'est ça aussi qui est vraiment problématique. On parle souvent du problème de l'effondrement des populations d'abeilles, qu'il s'agisse de l'abeille domestique ou des abeilles sauvages. Ces disparitions de certains êtres vivants, parfois peuvent passer totalement inaperçues, pourraient passer totalement inaperçues, tout simplement parce qu'elles sont confinées à un petit endroit, elles ont quelques petites interactions avec quelques espèces. Par contre, d'autres sont en quelque sorte à des endroits clés ou sont à des endroits où ils ont beaucoup d'interactions avec d'autres espèces et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, d'où l'importance de ces interactions entre les êtres vivants. Alors, je regarde l'heure, voilà. Alors, comme je viens un petit peu de le souligner, je vais faire cet exposé en deux parties. Tout d'abord, un certain nombre de généralités sur les interactions entre les êtres vivants, plus spécifiquement entre deux catégories d'êtres vivants, ceux qui nous sont les plus familiers, les animaux et les plantes. Je définirai très vaguement ce qu'est un animal ou une plante, mais on va se limiter à ça. On pourrait parler des micro-organismes, des champignons, etc. De plus en plus, on se rend compte que les interactions qu'ont tous les êtres vivants, animaux, végétaux, nous-mêmes, avec les micro-organismes sont quelque chose de fondamental. Je n'aborderai pas ça ici aujourd'hui, quoique vous verrez dans un exemple, je parlerai aussi de champignons. Donc je vais développer quelques généralités sur les interactions entre les plantes et les animaux. Et ensuite, avec une dimension aussi qui est fondamentale, qui est une dimension évolutive. Bien faire comprendre que si les êtres vivants, comme des plantes et des animaux, interagissent, c'est le résultat d'une très 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 longue histoire évolutive. Si des espèces interagissent, souvent, quand on aura notamment des interactions très étroites, on verra ce que c'est qu'une interaction étroite, eh bien ce sera le résultat d'une longue histoire évolutive qui s'est passée sur des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions d'années. Et donc la notion d'évolution est absolument fondamentale pour comprendre. De toute façon, pour comprendre quoi que ce soit en biologie, il y a un chercheur américain qui a un nom difficile à prononcer, qui s'appelle Theodosius Dobzhansky, qui a dit la chose suivante: rien ne fait sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. C'est-à-dire que ce qui va éclairer tout ce que je vais dire ici, c'est le fait qu'il y a un processus évolutif. Donc j'en parlerai en première partie. Deuxième partie, je vais me limiter à deux exemples d'interaction entre des plantes et des animaux. Les animaux en question, ce sont des insectes. Pas n'importe quels insectes, mais insectes un peu fétiches, ceux sur lesquels j'ai déjà travaillé à peu près 35 ans, un peu plus. Pas seulement en Guyane française, partout où il y a des forêts tropicales sur la planète, j'ai pu y aller un petit peu. Voilà. Je vais vous présenter deux exemples d'interactions que j'ai choisis pour leur côté un peu merveilleux, extraordinaire. J'ai dit on va faire un peu du positif ce soir. Donc des interactions entre des fourmis et des plantes et que j'ai eu la chance de pouvoir étudier en Guyane française. Donc première partie, je vous le rappelle, qu'est-ce qu'il en est de ces interactions entre les plantes et ces animaux? Alors, je vous ai dit, je veux inscrire ça et ce sera important que vous gardiez ça à l'esprit pendant toute l'heure, à savoir la dimension évolutive. Toutes ces interactions, elles résultent d'un processus, d'une histoire évolutive. Et elles participent aussi à cette histoire évolutive. C'est-à-dire que l'interaction entre les êtres vivants va jouer aussi sur l'évolution future de ces êtres vivants. Charles Darwin, tout le monde connaît Charles Darwin. Charles Darwin, ce n'est pas lui qui a inventé, qui a eu le premier l'idée que tous les êtres vivants étaient apparentés. C'est lui qui, le premier, a proposé un mécanisme explicatif de l'évolution des espèces qui soit un mécanisme plausible. Avant, ceux qui pensaient qu'il y avait des filiations entre les êtres vivants n'avaient pas proposé de mécanisme satisfaisant.
Darwin, en 1859, écrit un ouvrage qui s'appelle « De l'origine des espèces par la voie de la sélection naturelle ». Le mécanisme qu'il propose, c'est celui de sélection naturelle. Il faut savoir que les êtres vivants, l'évolution des êtres vivants, c'est la chose suivante. Hein. Chaque espèce, dans les populations de chaque espèce, eh bien, il va y avoir des pressions de sélection qui vont s'exercer sur les individus, qui vont faire que les individus, je le dis de façon très simple, hein, sont plus ou moins adaptés à la situation écologique, parce que, par exemple, ils ont un long cou, des grandes pattes qui leur permettent de courir vite, etc. Certains de ces caractères leur donnent des avantages. Comme ils ont un petit peu d'avantages, ils vont avoir plus de chances de survivre que d'autres. Et donc, dans la population, ceux, par exemple, qui ont des grandes pattes, qui courent vite, vont être avantagés par rapport à des prédateurs. Ils vont avoir plus de chances de survivre, avoir plus de chances donc, de se reproduire et de transmettre ces caractères à une descendance. C'est l'évolution, pour les nuls, faite très rapidement. Mais ça fonctionne grosso modo comme ça. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que c'est à l'échelle des populations que ça se passe. Et que ce côté avantageux, ce n'est pas quelque chose dans l'absolu, c'est en fonction de l'environnement. Qu'est-ce qu'il a apporté, donc, Charles Darwin? C'est cette idée-là. Hein. C'est non seulement l'idée que les espèces évoluent, mais elles évoluent sous les pressions de sélection exercées par l'environnement. L'environnement, alors quel environnement? Souvent on a à l'esprit, par exemple, l'environnement physique, la température. On est plus ou moins bien adapté à une température élevée. Hein. Le fait de transpirer, c'est être en quelque sorte adapté à une température élevée. On est adapté, une plante est adaptée à la présence ou à l'absence de beaucoup de nitrates dans le sol, etc., etc. Les plantes et les animaux, je lis cette phrase qu'on trouve dans l'origine des espèces. Je l'ai choisie parce qu'elle permet d'illustrer un petit peu ce que je vais dire. Plantes et animaux, fort éloignés les uns des autres dans l'échelle de la nature, sont reliés entre eux par un réseau de relations complexes. Qu'est-ce qu'il dit Darwin? Que les plantes et les animaux sont très éloignés dans l'échelle de la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toute une généalogie, en science on dit une phylogénie, hein, toute une généalogie des êtres vivants, qui fait que tous les êtres vivants sont apparentés. C'est un petit peu difficile pour notre ego de dire qu'on est apparenté avec les chimpanzés, c'est notre espèce la plus proche, hein, on a à peu près notre ancêtre commun il y a 9 millions d'années. Mais on est aussi apparenté aux chats. Bon, ça nous fait un peu plaisir. On est aussi apparenté aux vers de terre, on est aussi apparenté au cactus, à cette plante carnivore, et aux êtres unicellulaires et aux champignons. Alors ça, pour le coup, notre ego, il en prend beaucoup. Mais c'est ce que nous dit Darwin, hein, c'est ce que nous dit la théorie de l'évolution. Donc, les plantes et animaux, effectivement, ce sont des êtres vivants très très éloignés sur le plan de la phylogénie, sur le plan de leur parenté. Il faut remonter au moment où les ancêtres unicellulaires des plantes et aux ancêtres unicellulaires des animaux, il faut remonter très très loin, à plus que des centaines de millions d'années, à milliards d'années. Et néanmoins, ils sont très éloignés sur le plan de leur généalogie, mais ils sont parfois reliés par un réseau de relations complexes. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que ce sont des êtres vivants qui ne sont pas du tout apparentés, ils ont parfois des liens très 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 forts. Alors, il y a toute une gradation. Ces liens parfois sont très éloignés. Une vache qui broute un pré, ben, c'est une relation entre des êtres vivants. C'est un animal qui mange des êtres vivants végétaux. Mais la vache, elle n'a pas de relation particulière avec la pâquerette ou avec une autre. Encore que, regardez bien un pré, hein, il y a des plantes, elles ne les mangent pas les vaches. Il y en a d'autres, elles les mangent. Donc il y a quand même un certain nombre de relations privilégiées. Par contre, vous allez avoir certains insectes qui pollinisent une seule plante. Et là, on va avoir une relation privilégiée entre une espèce d'animal et une espèce de plante. Alors, Darwin a eu l'intuition du fait que quand on parle de sélection naturelle, il n'y a pas que le monde physique qui intervient, qui joue sur l'évolution des espèces, et qu'il y a sur beaucoup les autres espèces. C'est-à-dire que les espèces jouent les unes sur les autres. Ces espèces sont en interaction, et une espèce, par son action sur une autre espèce, va avoir à long terme, toutes ces interactions sur le long terme vont faire que chaque espèce va jouer sur l'autre et sur son évolution. Darwin avait déjà cette idée-là. Hein, ce n'est pas le premier à avoir théorisé là-dessus, mais je vais vous en donner un exemple. Là, on est en 1862. 1862, Darwin est en train d'écrire un livre sur la pollinisation des orchidées. Il écrit surtout des choses sur les petites orchidées européennes, anglaises en l'occurrence, les petites ophrys, les orchis pour ceux qui connaissent, qui souvent on les appelle l'ophrys abeille, l'ophrys mouche, etc. Pourquoi? Parce qu'elles sont pollinisées, chacune d'entre elles, chaque espèce, l'ophrys abeille par exemple, est pollinisée par une espèce d'abeille particulière, un mâle.
qui se fait leurrer, qui croit avoir affaire à une femelle, qui veut s'accoupler avec ce qu'il croit être une femelle, et qui, ce faisant, eh bien, est en contact avec la fleur, se fait leurrer, on parle de pseudo-copulation, il se fait leurrer, et il emmène du pollen d'une fleur à l'autre. Darwin travaille là-dessus, il est en train de terminer son livre, il reçoit cette plante, il en reçoit un échantillon, qui vient de Madagascar. Darwin, on est en 1862, il est déjà célèbre, il a 53 ans, il est déjà bien connu, il a des correspondants dans le monde entier, et quelqu'un lui envoie cette plante, cette orchidée qui s'appelle en grec comme sesquipedale. Elle est étrange, pourquoi? Parce que cette orchidée, elle est pourvue ici, vous voyez, d'un éperon, une espèce de structure comme ça dans la fleur, et à l'extrémité de cet éperon qui fait environ 30 cm, 26-27 cm, tout au bout, il y a une glande qui produit du nectar, ce qu'on appelle un nectaire. Il regarde cette fleur, il dit quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est bizarre cette fleur. Pourquoi est-ce que le nectar, pour atteindre le nectar, il faut aller le chercher ici? Alors Darwin, avec sa théorie, il dit, l'explication, pour moi, elle est claire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est capable d'aller chercher le nectar ici, à travers ce tube comme ça. Et donc il réfléchit, il se dit, qu'est-ce qui existe dans la nature? Eh bien, par exemple, en Angleterre, il y a des papillons, les sphinx, qui ont une grande trompe, qui fait à peu près la longueur du corps. Et il prédit l'existence d'un papillon qui aurait une trompe d'environ 30 cm, qui soit capable d'aller chercher ça. On est en 1862. Son livre fondamental, L'origine des espèces, a été publié 3 ans avant. Ça a fait un véritable scandale. Les gens sont toujours sur des modèles créationnistes. Hein. Tout a été créé par Dieu, et le modèle que propose Darwin avec l'importance du hasard est quelque chose d'encore scandaleux. Donc, les gens disent, Darwin, il a fabule complètement. Maintenant, non seulement il nous dit, grosso modo, qu'on descend des singes, et en plus, il vient nous inventer un papillon miraculeux. Alors, à tel point qu'un ami de Darwin, qui est un autre savant, qui a 10 ans de moins que lui environ, qui s'appelle Wallace, et qui a fait à peu près les mêmes découvertes que Darwin en même temps que lui, Wallace prend la défense de Darwin et lance même un concours, et il dit, le premier qui trouvera le papillon qui pollinise cette fleur, eh bien, il aura une somme d'argent assez importante. Eh bien, Darwin, de son vivant, n'a jamais pu voir cela. Il a fallu attendre longtemps. Il a fallu attendre 1903, je crois, pour qu'on découvre ce papillon, qu'on a nommé Xanthopan morgani praedicta. Praedicta, c'est-à-dire qui a été prédit. Le papillon qui a été prédit. Le papillon que Darwin avait prédit. Et il a fallu attendre 1976 ou 77, je ne sais plus, 135 ans après ce qu'a dit Darwin, 135 ans après, pour faire la preuve que c'est bien ce papillon qui pollinise cette orchidée, hein, qu'on appelle depuis, on l'appelle l'orchidée comète, on l'appelle aussi l'orchidée de Darwin maintenant. Donc 135 ans après, on a découvert que Darwin avait raison et que son modèle, évidemment, était un bon modèle. Alors, cette idée que les êtres vivants jouent les uns sur les autres, hein, qu'ils jouent en termes de l'espèce A interagit avec l'espèce B, donc modifie l'environnement de B, donc joue sur les pressions de sélection qui sont sur B, et qu'en retour, B doit s'adapter et donc va changer et va exercer des pressions de sélection sur A, cette espèce d'aller-retour, eh bien, c'est quelque chose qui a été théorisé par quelqu'un, un Américain, qui s'appelle Lise Van Walen, un autre barbu, hein, qui a proposé une théorie qu'il a appelée la théorie de la reine rouge. Pourquoi? Parce que, donc une théorie qu'il a énoncée en 1973, lui aussi on l'a pris un peu pour un fou à ce moment-là, mais en fait qu'est-ce qu'elle dit, la théorie de la reine rouge? C'est une théorie qui se base sur un personnage de Lewis Carroll, Alice, hein, Alice au pays des merveilles, dans un autre ouvrage de Lewis Carroll, la suite d'Alice, qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Il y a un passage où Alice tient la main de la reine de cœur, la reine rouge en anglais, Red Queen, et c'est un personnage de jeu de cartes. Elles courent toutes les deux, et à un moment, Alice est en train de courir en tenant la main de la reine, et se rend compte de quoi? Que le paysage ne bouge pas. C'est-à-dire qu'elles ont beau courir, le paysage ne bouge pas. Alors que normalement, quand vous courez, en tenant la main de quelqu'un ou pas, le paysage défile. Là, le paysage ne défile pas. Et il dit l'évolution, c'est la coévolution, parce que lui, il va utiliser ce terme, la coévolution, c'est la même chose. Tous les êtres vivants, nous dit Lise Van Walen, sont en permanence en train d'évoluer. Au bout d'un moment, ils ont tellement évolué qu'ils devraient être super adaptés, ils vont s'arrêter. Mais non, ils ne s'arrêtent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils évoluent en permanence sous la pression des autres êtres vivants, qui eux sont obligés d'évoluer, etc., etc. Et tout le monde évolue tout le temps. Si vous cessez d'évoluer, si vous cessez de vous modifier, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être stable et vous allez voir le paysage qui va avancer devant vous. Et au bout d'un moment, ça va être votre extinction. C'est ça qu'il veut nous dire.
Donc voilà un peu le contexte général. Tous les êtres vivants, donc, sont dans un processus d'évolution permanente et dans les forces qui agissent sur cette évolution, une des forces fondamentales, c'est les êtres vivants qui agissent les uns sur les autres. Et alors, parfois ça va être très diffus, on va voir des exemples, parfois ça va être très serré, hein, l'exemple du papillon de Darwin, hein, où on voit un processus évolutif qui a mené au fait que le papillon, avec sa très grande trompe, s'est progressivement, au cours de l'évolution, spécialisé de plus en plus sur cette plante, et il y a une espèce de course aux armements. La plante, elle a intérêt à ce que le papillon reste le plus longtemps possible, il y ait le plus de mal pour trouver le nectar, donc plus les plantes ont un éperon long, plus ce sera intéressant, entre guillemets, pour la plante, etc. Tout ça va faire une espèce de course aux armements, hein, qui fait qu'on va avoir, comme ça, des couples d'espèces qui vont évoluer ensemble. Parfois, ce sera plusieurs espèces qui évoluent ensemble. Alors, on va voir ces histoires-là, hein, on va voir ce que ça donne, on va voir les conséquences de tout cela chez les relations entre les plantes et les animaux. Alors, je vous ai dit plantes, animaux, végétaux, animaux. Qu'est-ce que c'est qu'un végétal? Qu'est-ce que c'est qu'un animal? On ne va pas rentrer dans les définitions compliquées biologiques parce que vous allez voir, en fait, ce n'est pas si simple à définir que ça. On va rester sur les choses qu'on connaît, les animaux dits supérieurs, les végétaux dits supérieurs. Donc, en grosso modo, les plantes à fleurs et puis les animaux multicellulaires tels qu'on les connaît. Bien. Qu'est-ce qui caractérise les végétaux parmi les êtres vivants? Qu'est-ce qui les caractérise non pas en termes de leur caractère physique particulier, mais au niveau écologique. Pour un écologue, un écologiste ou un écologue, qu'est-ce qui caractérise un végétal? Sur le plan, on dit en écologie fonctionnelle. Eh bien, ce qui caractérise, c'est d'une part, les végétaux sont ce qu'on appelle dans notre jargon autotrophes. C'est-à-dire qu'ils sont capables tout seuls de produire leur nourriture. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'autres êtres vivants. Ils sont autonomes. Ils sont autonomes pour se produire, pour avoir de l'eau, du carbone, etc., etc. C'est ça l'autotrophie. Un végétal, c'est quoi? C'est un être vivant qui est capable d'aller chercher dans le sol de l'eau, ça c'est important, il faut de l'eau, des sels minéraux, et qui est capable de capter le gaz carbonique dans l'air, le dioxyde de carbone, le fameux CO2 qui est responsable, de par ces taux qui augmentent du réchauffement climatique à l'heure actuelle. Donc, le végétal est capable d'aller capter le gaz carbonique, capter l'eau, et avec du gaz carbonique et de l'eau, je ne vous fais pas des formules chimiques, il a tout ce qu'il faut pour fabriquer des sucres. Il est autonome pour ça, il fabrique des sucres, il fabrique toutes les bases des molécules de la vie. Il n'a besoin de personne pour faire ça, en simplifiant. Donc, il lui faut simplement être à un endroit planté, il pompe de l'eau, il pompe des sels minéraux, de l'azote, du phosphore, mais aussi des choses plus compliquées, hein, du fer, du cadmium, que sais-je encore, il peut en avoir besoin, du manganèse, et il est autonome. Et également, ce qui caractérise les végétaux, c'est un petit peu une vérité de la palisse. Hein. Voilà, cette plante, on ne la voit pas beaucoup courir dans la pièce. Ils sont immobiles et on ne la verra jamais courir dans la pièce. Ils sont sessiles, on dit, hein, ils sont fixés. Voilà. Donc, toutes leurs fonctions, ils les remplissent sur place. Ils respirent sur place, ils se reproduisent, on verra comment, mais eux, ils ne bougent pas. Par exemple, ils ont des déchets aussi. Comment est-ce que font les végétaux? Ils ont des déchets, ils ne peuvent pas les éliminer comme vous et moi, ils ne les jettent pas comme ça, hein, et ils les stockent. Par exemple, un arbre, il stocke tous ses déchets en constituant son tronc. Il pousse autour de son tronc, et toutes les parties mortes, c'est à la fois un support, et en même temps, c'est sa façon, lui, d'éliminer un certain nombre de déchets. Donc un végétal, c'est un être autonome sur le plan des ressources alimentaires et immobile. Si vous regardez ce qu'est un animal, c'est tout à fait le contraire sur le plan de l'écologie fonctionnelle. En termes de fonction, c'est tout à fait l'inverse. Un animal, c'est un être hétérotrophe. Il n'est pas autonome pour se nourrir. Il a besoin des végétaux, directement ou indirectement. Directement, c'est les herbivores, c'est la vache dans le pré qui broute l'herbe. Pour se nourrir, il faut se nourrir d'un végétal. Ou indirectement, un jaguar qui capture, un pécari, une proie. Donc, le prédateur, lui, n'est pas végétarien, il n'est pas herbivore. C'est un hétérotrophe, mais il dépend quand même des plantes. Hein. Donc, si on fait toutes les chaînes alimentaires les plus complexes qui soient, au bout du compte, pour ce qui est des écosystèmes terrestres, il y aura ce qu'on appelle aussi les producteurs, hein, les autotrophes, les plantes qui produisent de la matière organique à partir de la matière minérale, de l'eau, les sels minéraux du sol, le gaz carbonique. À partir de tout ça, ils vont tout fabriquer. Et les animaux ne savent pas fabriquer ça. Ils ont besoin des végétaux.
Ils sont hétérotrophes, donc pas du tout autonomes pour le plan alimentaire, ils ont besoin des végétaux, et ils sont mobiles la plupart du temps. Il y a des exceptions, on va le voir, mais quand on pense à animal, on pense à l'étymologie animé, hein, animus, l'âme aussi animée, il y a cette étymologie-là. Un animal, c'est un être vivant mobile. Et donc, souvent, il a un système nerveux, des organes sensoriels, il peut voir, entendre, sentir, etc. Il a également des muscles. Alors, les frontières animales et végétales peuvent parfois bouger sur certains groupes. On sait que les plantes ont aussi une sensorialité. Voilà. On dit aussi beaucoup de bêtises là-dessus. Mais voilà, fondamentalement, des êtres vivants très différents. Autotrophes versus opposés à hétérotrophes, immobiles opposés à mobiles. Tous les opposent, et c'est pour cette raison sans doute que souvent, tout les réunit. Parce que d'une certaine façon, ils sont complémentaires. Alors, petite parenthèse sur des exceptions, je vous dis, les animaux étaient autotrophes, ils se débrouillaient tout seuls et ils étaient immobiles. On connaît des formes de mobilité, voilà, merci. Alors là, pour le côté pédagogique, voilà une dionée, une plante carnivore avec une certaine forme de mobilité, de motilité, on devrait dire. Elle ne partira pas en courant. Et elles sont également pas complètement autotrophes. Elles ont besoin, et souvent c'est des plantes qui vivent sur des sols pauvres, elles manquent d'azote, et elles pallient le manque d'azote en devenant insectivores, carnivores. Ça, ce sont des feuilles modifiées. Ça, c'est des penthes aussi, ce sont des feuilles modifiées. Voilà. Autre contre-exemple, on a vu un cas de végétaux qui ont une espèce de vie d'animal, pas tout à fait, mais qui vont vers l'animalité. Des animaux immobiles. Les coraux, ce sont des animaux, ils vivent toute leur vie immobiles pratiquement. Et malgré tout, on peut penser qu'ils sont hétérotrophes, voilà, mais ils ont une certaine forme d'autotrophie. Pourquoi? Parce que dans leurs cellules, dans les cellules de leur épiderme, de leur peau, eh bien, il y a des petites algues qui vivent. Des algues qui, elles, sont comme les végétaux, elles ont de la chlorophylle, elles sont capables de faire de la photosynthèse, de synthétiser des sucres. Ces algues qu'on appelle les zooxanthelles, etc., vont faire que ces animaux qui vivent comme des végétaux sont immobiles. Ils ont un problème parce qu'ils ne peuvent pas bouger beaucoup pour aller chercher des proies. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne bougent pas. Eh bien, notamment pour avoir certaines substances, eh bien, c'est les algues qui vivent en symbiose avec ces coraux qui vont leur apporter. Vous avez peut-être entendu parler des blanchiments de coraux, hein, qui sont liés aussi au réchauffement climatique, etc. J'ai dit que je serais positif, mais bon, voilà. C'est une réalité dans beaucoup d'océans. Hein. Les coraux blanchissent. Eh bien, qu'est-ce que c'est le blanchiment des coraux? C'est le fait que les coraux expulsent leurs algues symbiotiques, et donc ils perdent leur couleur, ils deviennent blancs, et ils sont capables de les récupérer éventuellement, mais si ça dure trop longtemps, ils vont mourir. Et la mort des récifs coralliens, c'est la mort, c'est comme si on avait la mort des forêts tropicales. Tu as une question? En fait, les coraux, j'ai vu ça dans un documentaire, ils peuvent expulser leurs estomacs pour manger d'autres coraux. Tout à fait, ça reste des animaux. Donc ils ne peuvent pas courir après une proie, mais sur place, ils ont la capacité effectivement d'évaginer l'estomac. Ils ont aussi, là on le voit, hein, ce qu'on appelle, c'est des structures qui sont urticantes, hein, qui peuvent tuer des proies. Donc ils vivent quand même comme des animaux, mais c'est des espèces d'êtres bizarres, intermédiaires. Nous, on va revenir à nos plantes, à nos animaux. Alors, les interactions entre les êtres vivants, elles peuvent être positives ou négatives. Négative, ça veut dire quoi? Négatif, c'est quand il y a un perdant dans l'histoire. La prédation, par exemple, un prédateur, une proie. Le parasitisme, un parasite, un hôte. Il y a un perdant, un gagnant. Ou alors, elles peuvent être positives, les symbioses et mutualistes. Les deux espèces qui sont en interaction profitent l'une de l'autre. Chez les plantes et les animaux, on va avoir deux grandes catégories d'interaction. Première grande catégorie d'interaction, ça va être lié à l'alimentation et ce qu'il en découle. C'est-à-dire que on va voir une plante et un animal, et dans la plupart des cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'animal qui va manger la plante, on l'a bien compris. Donc c'est une interaction qui est négative, donc il y en a un qui mange l'autre. Mais les plantes, elles ne se laissent pas complètement faire, elles sont peut-être immobiles, mais on va voir qu'il y a aussi des comportements anti-prédateurs, d'une certaine façon, chez les plantes. Grosso modo, les interactions alimentaires qui existent entre les plantes et les animaux, c'est des interactions du genre manger, tout faire pour manger la plante, du côté de l'animal, et tout faire pour ne pas se faire manger par l'animal quand on a une plante. Tout faire pour ne pas se faire manger par une plante
tout faire pour ne pas se faire manger par un animal quand on a une plante, c'est parfois faire appel à la protection d'autres animaux, et c'est là où on verra dans la deuxième partie que peuvent intervenir les fourmis, qui vont défendre les plantes, et donc défendre les plantes contre d'autres animaux. La deuxième grande catégorie, alors vous voyez que ceci est vraiment lié au caractère autotrophe, hétérotrophe, hein. C'est directement une conséquence de ça. Et l'autre grande catégorie d'interaction qu'il peut y avoir entre les plantes et les animaux, elle est liée au fait que, je vous l'ai dit, les plantes, elles sont immobiles, elles sont sessiles, elles ne partent pas en courant. Et donc, pour se protéger, parfois, elles ont besoin de faire appel à des animaux qui sont mobiles, mais aussi pour se reproduire. Dans beaucoup de cas, pour se reproduire, les plantes, eh bien, qui ne peuvent pas partir à la recherche d'un partenaire sexuel, eh bien, vont avoir, entre guillemets, besoin des animaux pour soit le transport du pollen, c'est la pollinisation, on fera que le citer, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, ou soit la dispersion des graines, pareil, la dissémination, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, mais vous voyez que c'est une autre grande catégorie d'interaction entre les plantes et les animaux, c'est la mobilité par procuration. Je ne suis pas mobile, alors du coup, je vais me servir d'êtres vivants qui sont eux mobiles pour arriver à mes fins. Hein, de même qu'ici, je ne suis pas mobile, je sais me protéger un petit peu, mais je peux aussi faire appel à des animaux comme les fourmis, mais d'autres aussi qui sont mobiles pour me protéger. Première chose, dans ces interactions alimentaires, dans cette histoire de manger, ne pas être mangé, donc je vous l'ai dit, première chose, on a des végétaux, on a des animaux. Donc la relation là, elle a un nom simple, hein, c'est l'herbivorie. L'herbivorie, ce n'est pas forcément manger de l'herbe, ça peut être manger des fruits, des graines, etc. C'est un terme général hein, pour dire qu'on a un animal, il est herbivore ou végétarien, ou voilà, il se nourrit directement d'éléments végétaux. Bon, pas la peine d'en parler beaucoup, il y a quelques exemples ici, un paresseux, une gazelle, une chenille, donc on pourrait mettre la vache dans le pré, hein, on a plein d'exemples. L'herbivorie, c'est rarement de la prédation, c'est-à-dire que rarement un herbivore tue la plante. Quand une vache broute de l'herbe, le pied de la plante en question, elle n'est pas tuée, elle va repousser, même parfois c'est utile pour elle, ça lui permet de mieux repousser. Et ça, c'est un mode de défense, parce que les plantes se défendent. Je dis, un des modes de défense les plus extraordinaires des plantes, c'est que non pas qu'elles soient immortelles, mais c'est qu'elles ont une capacité de résister au fait qu'on les détruise en grande partie. Hein, il y a peu d'animaux dont on peut manger 95% et qui vont repartir allègrement. Les plantes, ça fait partie, mais c'est un mode de défense extraordinaire. Vous avez ces êtres vivants qui ont l'inconvénient d'être nés immobiles. Ils ont l'inconvénient d'être néomobiles, mais ils sont capables de supporter le fait de se faire manger à 90, 95, 99%. C'est peut-être la première défense des plantes. Alors, je vais en illustrer une autre. Là c'est en Guyane, hein, c'est un arbre. Vous voyez, il a une partie qui est jaune et orange. En fait, c'est des feuilles. Il produit ces feuilles massivement, tout d'un coup. Il n'y a pas de saison. Il y a une saison sèche et une saison humide, mais il n'y a pas de... Ils perdent pas leurs feuilles tout d'un coup, comme chez nous en automne. Les arbres ont toujours des feuilles. Et on se dit, mais ils les produisent quand leurs feuilles? On ne voit pas bien. Mais si on le voit, à certaines périodes, souvent au début de saison des pluies, tout d'un coup, l'arbre produit une quantité énorme de feuilles. C'est une façon de se défendre contre les herbivores, et notamment contre les insectes herbivores. On appelle ça une saturation du prédateur. C'est-à-dire que les prédateurs n'ont pas le temps de s'adapter, c'est-à-dire que les insectes n'ont pas le temps de se multiplier suffisamment pour manger tout ce jeune feuillage bien tendre. C'est-à-dire qu'il y aura bien des insectes herbivores, ils vont manger une partie des feuilles là, mais ensuite, au bout de quelques semaines, ces feuilles vont devenir vertes, coriaces, bien dures, bien résistantes. Donc voilà un mode de défense des plantes. D'autres modes de défense des plantes, vous les connaissez bien, hein. Quiconque a mis ses mains dans un massif d'ortie, c'est que c'est une bonne défense contre les vertébrés. D'autres défenses contre les vertébrés, les épines, tout ça. Pourquoi est-ce qu'une plante irait s'embêter à fabriquer des substances comme ça qui sont irritantes, des épines, tout ça, ça coûte en énergie. Eh bien, tout ça est le résultat d'un processus de coévolution entre ces plantes et leurs herbivores. C'est une façon de se défendre. La défense chimique, idem. Voilà, par exemple, le pavot, le coquelicot, toutes les papaveracées, les plantes de cette famille produisent des substances comme la morphine. Le strychnos, hein, une plante qui produit la strychnine. Prenez le tabac, la nicotine, on pourra décliner, il y a énormément de plantes qui produisent des choses comme ça. Alors, je vais aller un peu vite. Oui, on va aller là, je vais sauter. Pour voir un petit peu tous les effets en cascade de cela. Hein. Une plante
se défend, et se défend en produisant des substances chimiques. Tout ça, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, là aussi, hein, c'est par des processus d'évolution très 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 longs. Si par hasard une plante produit quelques substances toxiques qui sont le résultat de la chimie interne, les animaux vont la manger moins souvent, donc elle va avoir plus de chances. C'est surtout ceux qui produisent beaucoup de cette substance qui vont survivre, et on va avoir des processus comme ça, coévolutifs, qui font que la plante va devenir de plus en plus toxique. Sauf que de l'autre côté, on a toujours cette course aux armements. On va avoir des animaux qui vont quand même s'adapter à ce type de poison et qui vont devenir de plus en plus résistants. Et on va arriver à des scénarios dans lesquels on va avoir certaines plantes, elles sont hyper toxiques. Personne ne les mange ou alors meurt, sauf certains animaux qui sont hyper spécialisés sur cette plante. Typique ici, les asclépiades. Les asclépiades, ce sont des plantes toxiques, elles produisent ce qu'on appelle des glycosides cardiaques, hein, des bloquants musculaires, ça bloque les muscles et donc ça bloque le cœur, ça entraîne la mort assez rapidement. Donc les asclépiades, eh bien allègrement, vous allez avoir les chenilles d'un papillon qui s'appelle le papillon monarque qui vont se nourrir de cette plante. La femelle de monarque, elle va pondre sur les asclépiades et ces chenilles vont se nourrir allègrement. Ça ne lui fait rien. Non pas, alors comment est-ce qu'elle fait? Dans le cas des papillons monarques, les chenilles stockent ces glycosides cardiaques. Ils les stockent dans leur tissu. En fait, ça fait un peu le court-circuit du système digestif, c'est stocké. Ce qui fait que ces chenilles deviennent hyper toxiques. Et il en sort des papillons qui sont eux-mêmes hyper toxiques. Voilà. Eh bien, alors en conséquence, on va avoir par exemple un oiseau ici, comme un jet bleu, un nord-américain, qui va... il attrape un de ces papillons, et en même temps qu'il est toxique, le papillon, il a un goût très amer, et souvent les substances toxiques sont amères. Ce qui fait que va-t-il se passer? Vous voyez, le pauvre oiseau, il vomit. Il n'a même pas tué le papillon, il l'a attrapé, c'est amer, et rien que le fait d'avoir mis dans sa bouche ce papillon hyper toxique, ça le fait vomir. Il va se souvenir de cette expérience, d'autant plus que le papillon est d'une couleur très 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 vive. Il va s'en rappeler, et il ne touchera plus jamais à quelque chose qui ressemble à un papillon monarque. Vous voyez toute la chaîne, toutes les cascades, hein, des interactions entre les espèces. Vous avez au départ tout simplement quoi? Une plante qui produit des substances toxiques, elle est mangée par certains types d'animaux, il y a une coévolution, et ensuite là-dessus vont se rajouter des mécanismes. Donc souvent, on a des processus de ce type. Ici, c'est pour vous dire quoi, hein, que tous les produits toxiques que l'on trouve dans les plantes sont souvent aussi des médicaments. Alors on va se dire, c'est formidable, quelle chance on a quand même, on vit dans un monde, tout est bien fait, quoi, hein. C'est un petit peu le monde tel qu'il est vu par Henri Bernardin de Saint-Pierre, quand il nous dit, le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille, la citrouille étant plus grosse peut être mangée avec les voisins. Cette vision, hein, un petit peu, où tout est bien fait, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, diraient d'autres. Voilà, la nature est bien faite, c'est formidable. On a des maladies, on a des affections, du système nerveux ou quoi que ce soit. Et dans la nature, on trouve des plantes qui produisent des substances qui nous guérissent. C'est extraordinaire quand même. Mais ceci n'est absolument pas un hasard. Tout ceci est une conséquence de la différence chimique des plantes. Les plantes se défendent contre les animaux, notamment les insectes. Il y a des processus de coévolution, de course aux armements qui font que la plante devient de plus en plus toxique. Les plantes inventent des substances de plus en plus efficaces pour empoisonner les insectes, pour attaquer le système nerveux des insectes. Et même si nous ne sommes pas des insectes, les bases de fonctionnement du système nerveux d'un insecte ou d'une autre sont un peu les mêmes. Donc ce qui est neurotoxique pour un insecte est aussi un neurotoxique pour nous. Hein, ce qui bloque les liaisons entre les neurones et les muscles chez nous ou chez un insecte, ce sera la même substance. Et du coup, comme toujours, hein, un poison est aussi un médicament la plupart du temps, donc on va pouvoir se servir de ces substances-là. Et certains animaux, comme les chimpanzés par exemple, utilisent naturellement certaines substances qui sont des substances médicaments. Ça a été montré depuis environ 25 ans, le fait que certains animaux sont capables de sélectionner les plantes pour leur capacité médicinale. Bon, on a assez parlé. Les plantes se défendent. Elles se défendent de façon directe, je lui ai dit. Elles se défendent, on a vu tout ce qu'on a vu là. Elles se défendent par des épines, par des poisons, par des chimiques, etc. Et également, elles peuvent se défendre de façon indirecte. Elles appellent au secours, en quelque sorte. Alors, il y a plein d'exemples de plantes qui produisent des substances. Une plante se fait agresser, par exemple, par un insecte. La plante va émettre un certain nombre de substances et ça va pouvoir, par exemple, faire venir
un autre insecte qui est le prédateur ou le parasite de l'herbivore. On commence à trouver des choses comme ça dans le règne animal et végétal. Ce dont je veux parler ici, c'est, parce que ça introduit un peu ce qu'on verra maintenant, c'est le fait que les plantes ont des alliés chez les fourmis. Et ça, c'est surtout vrai sous les tropiques, dans toutes les forêts tropicales. Pratiquement toutes les plantes, tous les arbres sont pourvus de ce qu'on appelle des nectaires, des glandes à nectaire. J'ai déjà parlé de nectaire. C'était les nectaires floraux, ceux qu'on a dans les fleurs, ceux qui attirent les pollinisateurs. Ici, ce ne sont pas des nectaires floraux, ce n'est pas des nectaires sur les fleurs. Ils sont partout, sauf sur les fleurs d'ailleurs. Ils sont partout sur la surface du corps de la plante. Et ils servent à quoi? Eh bien, ils servent, entre guillemets, à nourrir les fourmis. C'est-à-dire que les fourmis, en patrouillant un arbre, parfois, vous avez un arbre en Guyane, il peut faire 40 mètres de haut, le feuillage, c'est quelque chose d'absolument gigantesque, et à la base de chaque feuille, vous allez avoir un nectaire. Ce qui fait que les fourmis vont se promener sur toute la surface foliaire de l'arbre pour aller chercher ici des substances sucrées, parfois il y a aussi des protéines, etc. etc. Ce qui fait qu'en ayant des nectaires partout, l'arbre s'assure du fait que les fourmis arboricoles vont l'explorer en permanence. Et ceci va faire que, comme ces fourmis elles se nourrissent des substances sucrées, le nectar, mais également souvent ce sont des prédatrices, des chasseuses, eh bien ça protège le feuillage des arbres. Donc sous les tropiques, on a ce qu'on appelle une coévolution diffuse, c'est-à-dire que l'ensemble des plantes pratiquement et l'ensemble des fourmis arboricoles ont évolué ensemble de telle façon à ce que pratiquement tous les arbres sont pourvus de nectar à des endroits différents. Ce qui fait que là, on a par exemple une espèce d'arbre qui pourra avoir des dizaines d'espèces de fourmis arboricoles différentes qui le protègent contre les herbivores. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Alors ça, c'est une association lâche, pas spécifique. Ce n'est pas une espèce associée à une autre. C'est un ensemble d'espèces, les arbres, et un ensemble d'insectes qui appartiennent au groupe des fourmicidés, les fourmis, qui ont évolué ensemble. Il n'y a pas deux espèces qui sont associées étroitement. Mais on a également des scénarios d'association très étroites dans ce qu'on appelle les plantes à fourmis. Les plantes à fourmis, alors l'autre nom de ces plantes à fourmis, c'est les myrmécophytes. On l'a dit tout à l'heure, myrméco, fourmi, phyte, végétal. Les plantes à fourmis, c'est quoi? C'est une plante qui non seulement fournit en quelque sorte le couvert aux fourmis, mais le fournit aussi le gîte. C'est le gîte et le couvert. C'est-à-dire qu'il y a des nectaires chez ces plantes, mais il y a aussi des structures particulières. Ici, chez Cordia, en Guyane, par exemple, la tige, le bout de la tige est renflé, c'est creux, les fourmis vivent à l'intérieur. Ça, c'est un équestre africain. Il a des épines, là, ces épines blanches, parfois elles sont renflées comme ça, des énormes renflements creux. Les fourmis habitent là-dedans. En fait, ces arbres à fourmis, ce sont des arbres nids de fourmis. C'est-à-dire qu'ils construisent, l'arbre en poussant, construit des structures dans lesquelles vivent les fourmis. On appelle ça des domaties, myrmécodomaties. Domatie, c'est-à-dire petite maison, domus en latin, la maison. Les fourmis habitent à l'intérieur de la plante. La plante, quand elle pousse, elle crée elle-même ces structures qui font que les fourmis vont l'habiter. Alors souvent, là, on a une relation très étroite. Une plante, une fourmi, ou une plante, 2-3 espèces de fourmis. On a l'équivalent avec des acariens. On a certaines plantes, même chez nous en Europe, on a certaines plantes qui ont des petites structures. Alors c'est moins spectaculaire que les myrmécodomaties, les domaties des fourmis, mais des petites structures qui permettent d'héberger des acariens carnivores qui vont protéger la plante contre les acariens herbivores. Donc on va revenir en plus en détail sur ces myrmécodomaties et sur ces arbres à fourmis. En voilà un autre exemple guyanais, ce qu'on appelle les Cecropia, c'est le nom du genre, de l'espèce, on appelle aussi bois canon. Pourquoi? Ce sont des arbres qui ressemblent à des canons, parce qu'ils sont creux, un peu comme des bambous. Cet arbre-là, typiquement, c'est un arbre qui vit dans ce qu'on appelle c'est un arbre pionnier. C'est le premier qui arrive à un endroit où il n'y a rien du tout. Vous passez un coup de bulldozer, ça arrive parfois au bord d'une route, il y a la latérite à nu, ou alors il y a des arbres qui s'écroulent, un chablis après un orage, etc. Le sol est à nu. Qu'est-ce qui va pousser tout de suite? C'est ces Cecropia. Cet arbre va pousser très très vite. Il est avantagé, il est creux, donc pour construire ses tissus, il va les construire très très vite, donc il va pousser très vite. Mais là, en plus, chez les Cecropia, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce tronc creux, est rempli de fourmis.
et souvent des petites fourmis du genre Azteca, hein, comme Aztec qu'on trouve en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Donc dans un Cecropia qui fait 15 mètres de haut, vous allez avoir des millions de petits Azteca de quelques millimètres. À la base de chacune des feuilles, vous avez ici, hein, donc si on regarde la feuille ici, à la base ici du pétiole exactement, on a une structure ici qui produit ce qu'on appelle des corps nourriciers, parce que ces arbres non seulement fournissent l'habitat, mais ils fournissent des substances protéiques pour nourrir les fourmis. Et ça, c'est produit à une vitesse incroyable. Hein. On dirait, vous appuyez sur un tube de dentifrice, vous voyez sortir ces petits éléments qui perlent, et les fourmis vont les chercher et les ramènent. Un autre exemple de Cecropia ici, ah non, c'est là, voilà, au Panama, hein, qui a été coupé, où là, les structures produises par le corps nourricier, elles sont noires ici, puis elles évoluent une couleur rouge, comme ça. Ici, vous avez, ça, c'est les œufs de la fourmi, ça, c'est une reine de Pachycondila, une fourmi assez rare qu'on trouve au Panama. Elle a commencé sa société, elle a ses œufs, et déjà, elle a approvisionné les futures larves qui ne sont pas encore nées en corps nourricier. Une association là très étroite. Cette fourmi-là, on ne la trouve que dans cet arbre-là. D'accord? Alors, je vous l'ai dit, j'y reviendrai pas parce qu'on n'a pas le temps. Tout ce qu'on vient de voir jusque maintenant, ce sont des associations qui sont liées au fait que les plantes sont mangées par les animaux, les plantes se défendent contre les animaux et éventuellement font appel aux fourmis pour se protéger. Donc, tout ça découle du fait de cette relation alimentaire, hein, d'un hétérotrophe vis-à-vis d'un autotrophe, hein, d'un animal qui se nourrit d'une plante. Ici, c'est l'autre type d'interaction énorme, très importante entre les plantes et les animaux, c'est la mobilité par procuration. Soit les pollinisateurs, voilà des pollinisateurs un peu spécialisés, hein, typiquement ici, ça c'est un coléoptère qui va polliniser des arômes tropicaux. La fleur produit de la chaleur qui attire les coléoptères qui se rencontrent là et qui vont polliniser cette plante en même temps que les mâles et femelles se rencontrent. Donc là, c'est des systèmes très spécialisés, mais vous avez des systèmes généralistes, hein. Par exemple, l'abeille domestique, ce n'est pas un spécialisé, c'est un excellent pollinisateur, mais ce n'est pas une espèce qui va polliniser une fleur. Et on comprend pourquoi. L'abeille domestique, ce sont des colonies de dizaines de milliers d'individus qui doivent trouver de la nourriture pendant toute l'année, pratiquement, toute la belle saison en tous les cas, et elle ne va pas pouvoir se contenter d'une espèce de plante avec une espèce de fleur qui produit du pollen et du nectar. Donc elle est très généraliste. Ce sont les ouvrières qui vont se spécialiser éventuellement sur quelques fleurs, hein, qui vont toujours aller sur les mêmes fleurs, la même espèce. Mais l'espèce Apis mellifera, abeille mellifère, se nourrit du nectar et du pollen des fleurs, mais est généraliste, pas spécialisée. Et on peut dire les mêmes choses sur la dissémination des graines. Hein, voilà des animaux qui disséminent des graines, des chauves-souris qui mangent des fruits et qui rejettent les graines dans leurs excréments, des fourmis qui sont attirées par des graines qui sont munies d'un appendice spécial pour attirer les fourmis. Voilà d'autres exemples. Voilà, il y a de nombreux animaux, hein, qui sont attirés par les fruits et qui vont manger ces fruits et disséminer les graines. La fleur, hein, pensez, la fleur pour la plante, c'est un organe parfois pour attirer les pollinisateurs. De la même façon, les fruits, ce sont des organes qui sont aussi pour attirer les disperseurs de graines. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, hein, qu'un pêcher fait une bonne pêche ou qu'une citrouille énorme comme ça. Hein. Ce qui est important pour la plante, c'est la graine qui est dedans. Toute la chair qui est de la citrouille, toute la chair de la pêche, c'est des dispositifs que produit la plante qui lui coûtent très cher en énergie, qui servent à attirer des animaux qui vont manger le fruit et disperser la graine. Deuxième partie. Deux exemples d'interaction, cette fois-ci, entre des plantes et des animaux, donc en l'occurrence des fourmis, en Guyane française. Donc ça, c'est des travaux auxquels j'ai participé, et en fait, depuis là-dessus, ouais, plus de 25 ans maintenant. Premier exemple. Nous sommes dans la forêt, dans le sous-bois. Alors imaginez, vous êtes à l'intérieur du sous-bois de la forêt tropicale. La température est moins chaude que celle de cette pièce. C'est plutôt plus tempéré que ce qu'on peut imaginer. Hein. On a une fausse représentation des forêts tropicales. On a une représentation de quelque chose de totalement impénétrable.
Ce qui est difficile à pénétrer, ce qui est difficile, c'est pénétrer à l'intérieur de la forêt, rentrer dedans, parce qu'il y a tellement de lumière qui donne sur les lisières, que là, vous avez tout un tas de plantes qui poussent, ce qu'on appelle des lianes rasoirs, tout un tas de plantes qui piquent, qui griffent, etc. Une fois que vous avez passé cette bande de 10, 15, 20 mètres, vous êtes dans le sous-bois, là, vous circulez à peu près normalement. Donc, vous avez ces grands arbres qui montent avec une canopée qui peut être, selon les continents, à 25, 30, 40 mètres. En Guyane, elle est plutôt à 25-30 mètres. Donc vous avez ces grands arbres de canopée, et aussi dans le sous-bois, vous avez des arbustes. Qui dit arbuste dit des arbres qui ont au maximum 3-4 mètres de haut. Ne pensez pas que ces arbustes, c'est les futurs grands arbres. Non, je parle de choses totalement différentes. Ce sont des arbustes de sous-bois qui ne peuvent vivre qu'à l'ombre des grands arbres. Si vous les mettez en pleine lumière, ils vont se dessécher sur place. En sous-bois de la forêt tropicale, on reçoit à peu près seulement 5% de la lumière solaire. Donc les plantes qui sont dans le sous-bois, elles font tout pour capter la lumière. Donc voilà un de ces petits arbustes, il s'appelle Hirtella physophora. Cet arbuste, c'est un myrmécophyte, c'est une plante à fourmis. Jusque-là, rien d'extraordinaire, du moins pour quelqu'un qui est habitué aux fourmis. Vous promenez dans la forêt, vous rencontrez ces petits arbustes, là c'est un exemplaire de petite taille, il peut faire dans les 70 cm. Vous regardez à la base de chaque feuille, il y a 2 renflements, les domaties, les petites maisons à fourmis. Domus, la maison, les petites maisons à fourmis. Ce petit arbuste est en fait l'HLM d'une espèce de fourmi et même l'HLM d'une colonie de fourmis. La colonie d'une espèce particulière, on ne trouve que celle-là dans cet arbre, de temps en temps 5% d'une autre espèce, mais bon, grosso modo en Guyane, on va trouver cette fourmi au nom bizarre, Alomerus decem articulatus. Donc, un arbuste lié à une espèce de fourmi. La fourmi, donc les fourmis vivent là-dedans, dans les petites domaties. En voilà une qui a été coupée, vous voyez, ça c'est une reine. Alors la reine, elle fait quoi 5 mm, on va dire, les ouvrières 2 mm. Voilà des ouvrières à l'extérieur de la domatie. Vous voyez qu'il y a des poils partout, trichomes on dit en botanique, mais on va dire poils pour faire simple. Il y a des poils aussi sur le long de la tige, partout. Jusqu'à présent, rien d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est connu. Voilà, cet arbuste de sous-bois est un arbre à fourmis, un myrmécophyte. Et puis, on se rapproche, on voit quoi? Voilà une des petites branches, et on voit que sur les branches, on le voyait aussi sur la photo précédente, on voit des constructions, des choses bizarres. Les fourmis construisent des choses à la surface des tiges qui relient les domaties entre elles. Alors, la première fois on a vu ça, on s'est dit, oh bah oui c'est classique, c'est la crise du logement. C'est-à-dire que les domaties, l'arbre ne pousse pas assez vite pour la colonie de fourmis, et les fourmis donc construisent à l'extérieur pour avoir plus de place. Sauf que vous regardez bien, ces constructions elles sont pleines de petits trous. Et puis là vous vous promenez, pas à n'importe quelle heure, mais plutôt en fin de journée, vers 17h, quand le soleil commence à tomber, ou vous venez à la fraîche le matin, vous avez ce scénario-là. Sous ces constructions, qui sont constellées de trous, il y a plein de trous, en dessous, il y a une petite tête de fourmi. Ça, c'est la même chose faite en microscopie électronique. Qu'est-ce qu'elles font là? Elles prennent l'air? Pas vraiment. Voilà ce qu'elles font. Elles attendent leur moment. Il suffit qu'un insecte se pose par hasard sur la plante, et voilà ce qui se passe. Il se fait capturer. Alors là, on a gonflé un peu. Enfin, ça, c'est le scénario le plus classique, un temps. Vous voyez, la fourmi, elle fait 2 mm, la taille du temps. Là, la sauterelle est un peu plus grande. Une chenille. Ils se font avoir. Tous les insectes qui, par mégarde, se posent sur ce tronc, qui ne voient rien du tout, se font piéger. Voilà des cas exceptionnels, avec des gros criquets, une menthe, une sauterelle. Voilà ce qui se passe. En fait, cette construction, c'est un piège. Piège diabolique, c'est un article... Alors ce travail qu'on a fait a eu beaucoup de succès et a été couvert par la presse internationale, dont le New York Times, qui nous a fait un petit dessin sympathique. Voilà ce qui se passe. Vous voyez le système en haut, hein, les domaties, les petites maisons, la fourmi qui sont reliées par la construction. Un insecte se pose. Ce qui se passe immédiatement, il se pose. Il va poser une de ses pattes dans un trou. Ce qui va se passer immédiatement, les fourmis qui sont en faction vont attraper et piquer. Ces petites fourmis ont un venin qui fait mal, qui est paralysant. La fourmi va essayer de se repositionner,
pas de chance pour elle, erreur. Elle va se repositionner, elle cherche un endroit où s'appuyer, pardon, l'insecte, il cherche un endroit où s'appuyer, il va mettre son pied dans un autre trou, il se fait piquer. Et là, il est tétanisé. On voit des énormes insectes comme ça, ils ne bougent plus, ils sont tétanisés, le venin est foudroyant. Et on veut tirer sur l'insecte, on sent une résistance incroyable. Immédiatement, les fourmis attrapent, tirent, et la pauvre bête est progressivement écrasée sur le piège, et on la voit en quelques heures fondre, comme si elle disparaissait. Il la découpe en petits morceaux, les petits morceaux vont être emmenés dans les domaties pour nourrir la société, pour nourrir les larves. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que bon, c'est la première fois qu'on a mis en évidence un piège construit par des fourmis. Ce n'était pas connu. Depuis, on en a découvert 2 autres espèces qui font ça, toujours en Amérique du Sud. Ce piège, donc le fameux piège diabolique, ce qui nous a le plus surpris, c'était la résistance. Parce que regardez un petit peu les animaux, vous imaginez la force. Un criquet comme ça, on se dit, mais il va donner un coup de patte, il va tout arracher, il va partir avec la structure. Alors il est paralysé et il n'y arrive pas. Alors parfois on a des sauterelles, elles réussissent. Ce qu'elles font, c'est qu'elles donnent un grand coup, elles y laissent une patte. Vous savez, les sauterelles, c'est comme les lézards qui perdent leur queue, elles peuvent laisser la patte. Elles laissent une patte comme ça. Vous imaginez le jambon que ça fait pour les fourmis? Ça fait des jambons qui pèsent 300 fois le poids d'une fourmi. Certaines des proies qui sont prises ici peuvent peser 1000, 2000, 3000 fois le poids d'une seule des fourmis. Donc c'est énorme ce qu'elles capturent. Ce piège est hyper résistant. On s'est vraiment demandé pourquoi. On s'est dit en quoi il est fabriqué? En carton, un truc bizarre. Et en fait, on s'est rendu compte de la chose suivante. Pour le construire, les fourmis utilisent des parties de la plante, des matériaux de la plante, des restes d'insectes et encore autre chose. Ça se passe de la façon suivante. Vous voyez, c'est tout poilu ici. Eh bien, imaginez que ces poils, ce sont les piliers d'une construction. Elles en coupent certains. Elles font un petit peu comme si elles rasaient la plante là, sur des couloirs comme ça. Ceux-là, ils ne vont pas servir de piliers, ils vont servir de poutres pour faire le toit. Ensuite, les autres matériaux de construction, ça va être les restes des insectes mangés précédemment. Ce qui ne se mange pas pour les fourmis. La cuticule, le squelette externe, immangeable. C'est de la chitine. Les fourmis ne peuvent pas digérer ça. Eh bien, elles se servent des restes de proie pour construire le piège. Donc, et tout ça, ça fait une structure qui n'est pas solide. Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'elles font les fourmis? Elles vont chercher du nectar. Elles vont chercher du nectar dans les domaties parce que là, il y a des petits nectaires à l'intérieur. Elles vont chercher cette substance sucrée, une espèce de miel. Elles badigeonnent tout ça. On a toujours, alors là, on a un matériau composite. Vous imaginez des poils, des morceaux d'insectes, tout ça avec du miel. Et puis on fait des petits trous au milieu de ça. Vous prenez ça, vous tirez dessus, ça se déchire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez les fourmis qui commencent à tamponner tout ça, à badigeonner tout ça avec leurs mandibules. Et là, en fait, qu'est-ce qu'elles font? On a mis du temps à comprendre. Elles dispersent les spores d'un champignon. Il y a un troisième partenaire dans l'histoire. Un champignon qu'on ne connaissait nulle part. On l'a découvert comme ça, on a découvert que c'est une espèce de champignon inconnu. Alors, ce n'est pas un champignon avec un beau chapeau, c'est des mi-filaments. Ce champignon va pousser à l'intérieur de cette construction, et lui se nourrit de la chitine. Lui, il est capable de la digérer. Et en même temps qu'il pousse, il envoie ses filaments partout dans les morceaux de chitine, ça s'en mêle dans tous les sens, ça fait un matériau composite, et ces filaments du champignon vont se durcir. Et après, vous avez une structure hyper solide. Et vous pouvez tirer sur la proie avec les doigts, on voit la structure qui se déforme comme ça. Voilà. Donc, en fait, d'interaction, on a une interaction avec un troisième partenaire. Je passe sur les détails, puisqu'on a fait beaucoup d'études là-dessus. Ces filaments de champignons qui, donc, se baladent partout dans le piège, eh bien, à certains moments, alors il faut le savoir, mais ces petits filaments verts là, du champignon, ça c'est les cellules de la plante, à certains moments pénètrent à l'intérieur de la plante. Et par des marquages, par des techniques appropriées, on a montré qu'en fait, le champignon se nourrissait de la chitine, en tirait des substances. La chitine, il y a de l'azote dedans, et redistribuait de l'azote à la plante. C'est-à-dire que l'association à 3, vous avez une plante, elle est protégée par des fourmis. Et les fourmis, elles construisent un piège sur cette plante. Elles construisent le piège sur cette plante qui leur permet de se nourrir. Mais pour construire ce piège, il leur faut un troisième associé. Ce troisième associé, il leur sert non seulement à solidifier la structure du piège, mais en plus à redistribuer de la nourriture à la plante. Vous voyez un petit peu comment on arrive à des choses, tout ça, résultat de processus de coévolution longs qu'on évidemment ne connaît pas. Cette histoire, c'est le début. Parce que
s'il y a une chose que j'ai appris en étudiant les interactions entre les espèces dans la forêt tropicale, surtout en Amérique d'ailleurs, c'est que quand on commence à avoir des associations étroites comme ça, on a souvent des satellites, d'autres choses qui se greffent dessus. Cet arbuste, avec ses fourmis et son piège, ça devient une espèce de système complètement autonome. Les fourmis, elles ne quittent jamais leur arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, vraiment. Elles sont sur leur arbre, elles ne le quittent jamais. Elles ont tout ce qu'il faut. Elles ont leur petite maison et la nourriture vient à elles et à chaque un insecte qui se pose, paf, c'est bon, c'est réglé. Donc ils ont les protéines, ils ont des sucres produits par les nectaires, ils ont le logement. Donc ils ne quittent jamais ce petit arbuste. Le arbuste grandit, la société grandit, il reste tout le temps là-dessus. Sauf évidemment quand il y a des sexueux qui vont se reproduire. Eh bien, c'est une espèce de forteresse assiégée. Pourquoi? Parce que ces fourmis défendent leur arbre de façon remarquable. Elles le défendent en plus de façon très efficace contre le plus grand ennemi de tous les insectes qui vivent en Amérique du Sud, les fourmis du sol, les terribles marabuntas, vous savez, les terribles fourmis légionnaires qui se déplacent par centaines de milliers, millions, et qui tuent tout ce qui passe, tout ce qu'il y a à leur portée. Eh bien, les fourmis légionnaires, elles ne montent même pas sur ces yrtées-là, elles commencent à monter, elles se font piéger, puis elles arrêtent, ça fait une espèce de machin bizarre, elles meurent, et puis la colonne va plus loin. Donc cet arbre est une espèce de forteresse. Eh bien, il y en a qui en profitent. Et les guêpes, notamment, sont des insectes dont l'ennemi principal, c'est les fourmis du sol, qui montent dans les arbres et qui vont les chasser. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve sur ces arbres, comme les yrtées-là? On trouve à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, 5000 à 10 000 fois plus de probabilité, on a de 5000 à 10 000 fois plus de chances de trouver un nid de guêpe sur un yrtella que sur n'importe quel arbuste équivalent de même taille. C'est-à-dire que les guêpes, alors ça veut dire qu'elles ont trouvé un arrangement avec les fourmis. Elles ont trouvé un moyen de cohabiter avec les fourmis et elles profitent de cette protection. Donc vous aviez une association fourmi-plante très étroite avec un champignon, ça c'est vraiment le noyau, associé très très fort. Les uns ne peuvent pas se passer des autres. Et là-dessus se rajoutent des guêpes un peu opportunistes, mais voilà, plusieurs espèces de guêpes, et pas n'importe lesquelles, on retrouve un peu toujours les mêmes. Hein. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. Elle fait ses nids en ligne, comme ça, et vous voyez que là on est tout près de la Daumatie, hein, les constructions, je reviens en arrière, hein, on voit qu'on a des constructions qui sont tout près de la petite maison des fourmis, quoi, et tout ce monde-là cohabite. Alors, après, comment est-ce qu'elles font, c'est une autre histoire, c'est chimique, etc., c'est des leurres. Nos guêpes qui habitent. Alors imaginez, vous êtes une guêpe, vous avez votre nid sur une espèce d'HLM à fourmis qui ne vous attaque pas, et cet HLM à fourmis, c'est surtout un garde-manger, un piège à fourmis. C'est tentant quand on est une guêpe et qu'on est carnivore, insectivore. Donc que font les guêpes? Elles essayent de voler des proies. Donc on a tout un jeu dans lequel on voit les proies qui sont prises, voilà un morceau de sauterelle, ici une patte de sauterelle, cette guêpe est en train d'essayer de le voler, et puis évidemment on voit une qui vole, on voit les guêpes qui habitent cette espèce d'HLM, elles se baladent le long du truc, puis elles essayent de piquer les proies. Évidemment, ce qui ne manque pas d'arriver arrive, il y a beaucoup qui se font prendre. Et on a fait des études pour savoir quel était le bilan. On a montré que pour certaines espèces de guêpes, c'était bon, c'était en leur faveur. Pour d'autres espèces de guêpes, c'était vraiment la dernière des choses à faire. C'était en leur défaveur. C'est-à-dire que 4 fois sur 5, la guêpe se fait avoir, quoi. Et donc, elle alimente à nouveau le système. Alors voilà une scène terrible. Alors, vous voyez deux domaties, hein, c'est la base de la feuille, les deux maisons, les fourmis sont sorties. Ici, vous avez on ne sait pas comment elle est arrivée, cette sauterelle, elle a été ramenée ici par les fourmis. Donc c'était très tentant pour cette guêpe, elle a essayé de découper et paf, elle s'est fait prendre. Donc elle s'est fait prendre. Et là, vous avez un autre personnage, un peu bizarre, c'est une punaise. C'est une punaise carnivore. C'est une punaise carnivore qu'on ne trouve que sur ces arbres-là. Elle a des pattes excessivement longues. Elle se balade sur le piège sans problème, avec ses échasses. Et elle vient, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de pomper l'hémolymphe, le sang de la guêpe. Elle est en train d'en profiter. Vous voyez les jeux. Alors, certes, là, ce sont des protagonistes en plus sur l'association. Hein, c'est pas aussi étroit, mais vous voyez un petit peu comment... Toujours sur ces yrtées-là, on a trouvé cette espèce de structure bizarre. Alors, on a découvert que c'était une guêpe qui construit... Alors, c'est pas une guêpe sociale, c'est une petite guêpe solitaire. Elle construit cet énorme machin pour pondre ses œufs. Elle ferme et elle s'en va. Voilà. On s'est rendu compte que c'était une espèce non connue pour la science. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? On l'a trouvé en tout et pour tout, depuis en 25 ans, 10 fois. On a trouvé 10 nids comme ça.
Bon, on s'est dit, c'est quoi ce matériau de construction? On regarde de plus près, on fait des études. Ah, c'est du champignon, c'est du filament de champignon. C'est dit extraordinaire. Non seulement on a des associations aussi compliquées avec une fourmi, un arbre et un champignon, mais on a une petite guêpe, on l'a appelée depuis Nitella Constructor, qui construit donc une petite guêpe qui s'est spécialisée, qui pique le champignon, mais comment elle fait pour construire ça? On avait tout faux. On avait tout faux. En fait, en creusant, on s'est rendu compte que le champignon qu'elle utilise, c'est un champignon que, pour l'instant, on a trouvé qu'à un seul endroit sur la planète. Sous les feuilles d'Ertella, il y a des nectaires. Des fois, ces nectaires, ils prennent un aspect bizarre, une espèce de champignon qui pousse là-dessus. Cette guêpe ne construit qu'avec les filaments de ce champignon. On n'a jamais trouvé cette guêpe ailleurs, elle ne sait pas faire autre chose, a priori. Donc là, c'est encore une espèce strictement liée à cette plante. Et la guêpe, donc, strictement liée à cette plante, à ce champignon. Vous voyez un peu le... Voilà. Deuxième exemple, et je m'arrêterai là, je vais avoir tenu l'heure. Les fameux jardins de fourmis, enfin on y arrive. Voilà, mais bon. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin de fourmis? Alors un jardin de fourmis, c'est ça, c'est un truc qu'on trouve... Avant on disait on ne trouve ça qu'en Amérique, mais on en trouve maintenant, on en a trouvé depuis les années 70 en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que de façon séparée, en Amérique tropicale et en Asie du Sud-Est, on a le même phénomène, à savoir des structures que l'on trouve dans les arbres qui sont formées de plantes qu'on appelle des épiphytes. Une plante épiphyte, c'est une plante qui pousse sur une autre phyte. C'est des espèces de jardins suspendus, les jardins suspendus de l'Amazone, une espèce de jardins suspendus qu'il y a dans les arbres. Ces jardins suspendus sont toujours constitués des mêmes plantes. En Guyane, par exemple, il y a environ 8 ou 9 plantes, mais surtout 4 qu'on va trouver comme ça, qui forment des jardins suspendus, avec comme caractéristique que à la base de ces jardins, il y a un sol, et dedans, il y a un nid de fourmis. Alors, les plantes épiphytes, les plantes suspendues dans les arbres, on connaît les orchidées, on en connaît plein, et qu'il y ait des fourmis dans les racines, c'est connu. Les fourmis, il y en a partout, elles essayent de se mettre partout. Sauf que là, les fourmis, c'est toujours les mêmes. Et on trouve 2, 3 espèces, c'est tout. Et en fait, on s'est rendu compte que le scénario, c'est pas la plante qui pousse là et les fourmis qui viennent s'installer, le scénario est différent. C'est ce qu'on appelle un jardin de fourmis. Le scénario est le suivant. Vous avez une fourmi, une espèce de fourmi, la reine par exemple, la jeune reine, elle veut construire son nid. Elle va construire son nid sur un végétal, par exemple, si elle va choisir cet endroit-là. Elle va faire une espèce de petit nid avec des morceaux de terre, des restes de végétaux, une crotte d'oiseau, un peu, voilà. Il n'est pas très solide le nid. Et voilà. Elle se promène dans les environs, elle récolte les graines, elle met ses graines dans cette structure de ce nid, et ces graines, la première chose qu'elles vont faire, elles vont germer, produire un grand nombre de racines, les racines vont envelopper le support végétal, ici l'arbre, et il va commencer à pousser un petit jardin de fourmis. Et ensuite, voilà, ça va devenir des structures comme ça. Donc je lui ai dit, en Guyane, grosso modo, il y a 3 espèces de fourmis qui sont à l'origine de jardins de fourmis, et on va trouver 8-9 plantes différentes. Eh bien, alors vous allez me dire, mais qui est-ce? Excusez-moi, toujours un peu les mêmes plantes. Oui, 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 toujours les mêmes espèces de plantes. On va voir d'ailleurs, voilà, typiquement, notamment cette espèce de plante, qui est une plante qui appartient à la famille des broméliacées, c'est la famille de l'ananas, qui fait des feuilles en rosette. Les feuilles, elles sont en cercle comme ça, et ce sont des feuilles qui accumulent de l'eau. Donc ça, typiquement, cette plante, cette broméliacée acmea, elle est typique des jardins de Guyane. En fait, on la trouve dans pratiquement tout le bassin amazonien, jusqu'au contrefort des Andes. Eh bien, vous allez me dire, c'est formidable, ces jardins de fourmis. On a des fourmis qui manipulent des plantes. Elles prennent les graines, elles mettent ça dans leur nid, les plantes poussent. Ça fait une espèce de gros système racinaire. Le jardin grossit en même temps que le nid de fourmis grossit. Et de cette façon, ces fourmis qui sont arboricoles, qui ne sont pas capables de construire des nids très solides, ont de cette façon des nids très solides, parce que c'est complexe racinaire. Vous voyez, les racines, elles sont très denses. Donc, en même temps que l'arbre grandit, le jardin de fourmis grossit, la colonie de fourmis grossit, et là, ça fait des lieux pour nidifier qui vont durer 10 ans, 15 ans.
hein, c'est des cas exceptionnels. On a des arbres comme ça qui peuvent être des arbustes qui peuvent monter jusqu'à la canopée. Hein. J'ai dit que je ne parlerai pas du rhododécime, mais des jardins de fourmis, j'en ai récolté à 27 mètres de haut, de mémoire, sur un arbre de canopée. Alors, je travaille sur les jardins de fourmis depuis 1992, donc j'ai fait beaucoup de choses dessus, donc voilà. Entre autres, hein, parce que je fais plein de choses différentes, mais ça a été quelque chose que j'ai étudié régulièrement. Ici, c'est juste pour vous montrer ces histoires d'interaction étroite. En Guyane, je vous ai dit, il y a 3 espèces de fourmis qui sont responsables des jardins de fourmis. Alors, Neoponera guldi, Camponotus femoratus, donc Neoponera camponotus pour faire un peu plus simple. Donc 2 espèces de fourmis différentes. Ces espèces de fourmis différentes sont à l'origine de jardins de fourmis. Elles procèdent de la même façon, c'est-à-dire qu'elles construisent leur petit nid, elles mettent des graines et ça pousse. Et elles sont associées aux mêmes plantes en fait. Par exemple, que ce soit la fourmi de gauche, Neoponera, ou de droite, Camponotus, elles sont associées à la même plante, la même broméacée, Acmea mertensi. C'est-à-dire que ce soit Neoponera, que ce soit Camponotus, si elle trouve une graine d'Acmea, elle va la mettre dans son nid. Ça, c'est un jardin de fourmis à Neoponera, ça c'est un jardin de fourmis à Acmea mertensi. Ah pardon, à Camponotus. Regardez l'allure de la plante. Est-ce que c'est la même plante? On dirait des plantes différentes, et pourtant c'est la même espèce, c'est la même plante. Vous prenez la même graine, vous la faites planter par Neoponera ou vous la faites planter par Camponotus, dans un cas elle devient comme ça, dans un cas elle devient comme ça. Pourquoi? Bon, c'est tout simple la raison. C'est que Neoponera guldi, c'est une fourmi de lisière, mais vraiment extrême. C'est-à-dire que c'est une fourmi qui est spécialisée pour installer ses nids sur les milieux pionniers, vraiment en bord de lisière, là où le soleil tape, sur les tout petits arbustes qui sont un peu presque détachés de la lisière. Camponotus, elle, c'est une spécialiste de l'arrière-lisière. C'est-à-dire que c'est toujours une fourmi de lisière, mais elle va se mettre plutôt au-dessus d'elle, il va y avoir 10 mètres de couverture végétale, et elle est à l'ombre. C'est pas compliqué. Dans un cas, vous avez une fourmi qui fait son petit nid en plein soleil, dans l'autre cas, à l'ombre. Que va-t-il se passer? Cette plante, elle va pousser en conditions de soleil terribles. Vous voyez, il y a des couleurs rouges, ici on dirait une plante qui est en stress, alors qu'elle, elle pousse comme ça. Elle est en pleine lumière, elle va pousser droite comme ça, toute droite, les feuilles pour capter le moins de soleil possible. Elle a une forme d'amphore pratiquement. Je vous rappelle que c'est des plantes qui récupèrent de l'eau. Et ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse à l'ombre, elle s'étale. Vous avez des plantes sur votre balcon, vous mettez à l'ombre à la lumière, elles n'auront pas la même forme. C'est ce qui se passe ici, sauf que ça va avoir des conséquences incroyables. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une plante qui va pousser avec ses feuilles droites comme ça, qui va être plutôt trapue. Je dois avoir d'autres photos. Les dernières. Alors, voilà, Pachycondylea guldi, vous voyez. Celle-là, elle n'est pas trop stressée, on est plutôt en saison humide. Vous voyez quand même les couleurs violettes, alors qu'elle s'étale. Et alors, en fait, 2 fourmis différentes manipulent la même plante, donc c'est une association étroite entre 2 fourmis et une plante particulière, mais selon que la plante est manipulée par une fourmi ou l'autre, elle va la mettre à des endroits différents. Du coup, il y en a une qui est en pleine lumière, l'autre qui est à l'ombre, donc la morphologie de la feuille, des feuilles va être différente. Il y en a une qui n'a rien au-dessus, et l'autre qui a des plantes au-dessus. Donc il y en a une qui reçoivent de l'eau à peu près autant toutes les deux, mais il y en a une qui est soumise à énormément d'évaporation, l'autre à moins d'évaporation. Et je vous ai dit, ce sont des plantes à réservoir. Ce sont des plantes à réservoir, c'est-à-dire que dans ces réservoirs-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a une vie aquatique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vingtaine d'espèces d'êtres vivants aquatiques. Des larves de moustiques, des vers. Ça, c'est un moustique carnivore. Ça, c'est aussi un moustique carnivore. Ça, c'est une libellule. Voilà, toutes des larves aquatiques. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'espèces qui vivent là-dedans. Eh bien, le simple fait qu'une fourmi transporte une graine à un endroit ou à l'autre, la plante va avoir une morphologie différente, une physiologie différente, on a travaillé là-dessus, une écologie différente, et les micro-écosystèmes aquatiques qu'il y a à l'intérieur vont être différents. Dans ce cas-ci, on va avoir beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de feuilles qui tombent, donc beaucoup plus de matériaux à manger pour les petits insectes aquatiques herbivores. Donc on va avoir un écosystème aquatique diversifié, très riche, beaucoup d'espèces, beaucoup d'individus. Là, on va avoir beaucoup moins d'individus, etc.
Sauf que on n'aura pas tout à fait les mêmes espèces, ce qui fait que le fait que deux fourmis différentes, deux espèces de fourmis manipulent la même plante, va donner l'opportunité à cette plante de vivre à deux endroits totalement différents et d'être à l'origine d'écosystèmes aquatiques différents. D'accord? Bon, je ne vais pas aller plus loin. Juste pour terminer, je pense qu'on va laisser la place aux questions. Si vous avez gardé en mémoire ce que j'ai dit au début, à savoir que tout ceci est le résultat d'un processus évolutif, vous allez me dire, mais alors, comment ça s'est passé? Évidemment, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Tous ces êtres vivants qui coévoluent, qui sont en interaction les uns avec les autres, qu'est-ce que l'on voit? On voit à un temps T, le temps actuel. Et notre travail sur le terrain, nous, c'est essayer aussi de comprendre comment, par exemple, comment est-ce que une association entre cette plante et les fourmis a abouti à une association entre cette plante et deux espèces de fourmis. Pourquoi deux espèces, pas trois? Alors, comment est-ce qu'on répond à ces questions? En multipliant les travaux. Par exemple, je sais, moi, pertinemment que cette plante, Acmea mertensi, je vous l'ai dit, elle est présente pratiquement dans tout le pourtour du bassin amazonien. Les confins des Andes, voilà, elle est sur une surface qui correspond à peu près à celle de l'Amazonie. Des données sur cette plante, on n'en a qu'en Guyane française, pratiquement. De ces interactions sur les jardins de fourmis, on n'en a qu'en Guyane française. Est-ce que au Pérou, en Amazonie péruvienne, cette plante, elle est présente? Ces deux fourmis, je sais qu'elles existent, mais est-ce que cette plante est associée de la même façon avec les mêmes fourmis, etc., etc. C'est-à-dire que c'est qu'en répondant à ce type de questions qu'on pourra non pas savoir quel était le processus, mais essayer d'échafauder des hypothèses. Toutes ces interactions-là, on ne pourra jamais savoir exactement comment elles se sont mises en place, mais on pourra avoir des éléments de réponse en faisant des comparaisons, en faisant des analyses génétiques, en étant sûr que c'est bien la même Acmea mertensi, d'ailleurs au Pérou, qu'en Guyane, en Bolivie, etc. Tout ça, on n'en est pas sûr. Donc évidemment, c'est des travaux qui sont en cours, et tout ça, on essaye de l'élucider. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Merci. Merci. Si, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que ces alliances, mes alliances, donc voilà, j'en parle dans un numéro d'espèces dans lequel je continue l'histoire, parce que là, je vous ai parlé d'interaction entre les plantes et les fourmis et plantes, et ensuite, je continue fourmis-guêpes. Et ensuite, c'est pas moi qui ai écrit l'article, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de faire l'interaction entre les guêpes et les oiseaux. C'est-à-dire qu'on peut faire une espèce de système circulaire, une espèce de ronde dans lequel on prend une espèce, on regarde avec qui elle interagit avec une espèce, puis on regarde celle-ci avec qui elle interagit, puis on regarde, puis au bout d'un moment, on boucle la boucle. On peut faire des systèmes comme ça. Donc voilà, alors il se trouve que je m'occupe de cette revue d'histoire naturelle qui s'appelle Espèces, qui est sans doute la meilleure revue d'histoire naturelle de la galaxie, en toute modestie. Et donc, voilà, on la trouve on peut la commander sur Internet, ça c'est un numéro de septembre 2017. J'ai également commis un numéro spécial sur l'abeille, voilà, qui lui est plus récent, il est de quand on tourne ça. Mais bon, pareil, on ne le trouve plus dans les kiosques. En ce moment, vous trouvez celui-ci dans les kiosques. Voilà. Je crois qu'on va laisser la place aux questions. J'ai assez parlé. Oui. J'en ai pas plus long. Les questions, c'est à vous. Je sais que Maxime en a une. Oui. On lui laisse l'honneur. Oui. Et Maxime, on t'écoute. Et la punaise pour les pièges de fourmis, les fourmis, quand elles attaquent, il y a un insecte qui se pose, elles sortent bien du trou pour aller le dépecer. Oui. Et du coup, si la punaise elle marche pas dans les trous, il y a quand même des fourmis à côté. Il y a quand même quoi à côté? Les fourmis. Oui. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment elle fait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle marche comme ça. En plus, cette punaise, elle est rigolote parce que la femelle, elle se promène avec ses jeunes.
Donc c'est surprenant, on n'imagine pas qu'une punaise puisse se promener avec sa petite progéniture. Et là, elle se promenait avec ses jeunes. Et donc la plupart du temps, la punaise, elle est quand même plutôt à la surface des feuilles. Elle chasse elle chasse à la surface des feuilles. Et de temps en temps, elle descend sur le piège. Et alors là, c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de fourmis. Mais en général, elle se déplace très, avec ses grandes échasses. Elle évite les trous. Elle se déplace à la surface du piège. Elle va piquer des proies. En fait, elle ne tire pas sur les proies. Elle est très discrète, c'est-à-dire qu'elle se déplace très lentement et elle suce le sang en quelque sorte des proies. Et les fourmis, a priori, ne se rendent compte de rien, alors peut-être parce que son odeur est la même odeur que les fourmis. Il y a sans doute quelque chose de genre. On ne le sait pas pour l'instant, on ne sait pas trop. La photo qu'on a vue là, elle est un petit peu exceptionnelle parce qu'on s'est vraiment demandé si la punaise n'allait pas y passer, quoi, parce que franchement, elle prend des risques, quoi. Mais, ouais, non, quoi qu'elle est loin des fourmis, regardez, elle a le corps qui est quand même bien. Donc ses pattes. Voilà. Donc ces punaises, on les voit de temps en temps sur d'autres arbres, mais elle est toujours sur Hirtella et sur un autre arbre à fourmis, un cordia, elle fait pareil, quoi. Voilà. Oui. C'est quoi les autres? Vous avez dit qu'il y avait d'autres pièges à fourmis. Ben, c'est à peu près la même chose. Le deuxième, c'est nous qui l'avons découvert aussi chez un autre arbre à fourmis qui s'appelle Cordia. Mais le piège est moins bien fait. Elles sont moins bonnes que celles-là. Et en fait, ce qui se passe, celui-là, il est tellement beau que quand on l'a vu, on se dit c'est quoi ce truc? Et l'autre, il est moins joli. Donc une fois qu'on en a trouvé un, on s'est dit on va regarder maintenant. C'est toujours pareil, quand on trouve quelque chose de totalement nouveau, si on sait ce qu'on doit chercher, on cherche. Et sur un autre, dans le sous-bois guyanais, il y a 5 espèces d'arbres à fourmis. Dans le sous-bois, vraiment, qui sont comme ça, 5 espèces. On a travaillé sur les 5. 4 qui ressemblent à Hirtella, dont un cordia, qui a aussi un piège comme ça. Et puis il y en a une autre, mais ce n'est pas en Guyane, c'est au Costa Rica, un autre pays, en Amérique centrale, où il y a l'équivalent. Voilà. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Oui? Oui, bonsoir. Moi, j'ai 2 questions qui me viennent spontanément, alors qui ne sont peut-être pas peu extérieures, mais le cas de la vanille, qui semblerait être une plante qui n'a pas de pollinisateur naturel. Alors. Et puis j'ai une autre question, pourquoi je la pose après? Je ne suis pas un spécialiste de la vanille, donc... Non, mais c'est une exception, c'est quelque chose... Ou alors non, elle a un pollinisateur naturel, qui est un insecte, je crois, mais le problème, c'est que ce pollinisateur, on ne l'a pas forcément dans les pays où on produit maintenant la vanille. La vanille est une orchidée qui doit être d'origine américaine. Non, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis désolé, je ne sais pas. Et la fécondation des orchidées avec un petit pinceau qui s'est faite, je crois, la première fois à Madagascar. Alors, si vous voulez tout savoir sur cette histoire, prochain numéro d'espèces, c'est vrai, hein, Christine d'Abonneville, à ma demande, va écrire un article sur la pollinisation de la vanille dans le numéro de septembre. C'est vrai, hein. Tout simplement parce qu'elle m'avait écrit un article sur le numéro spécial sur les abeilles. Je lui avais demandé quelque chose sur certains types d'abeilles et elle avait mis un encadré sur la vanille et son article était déjà 2 fois trop long. Donc je lui ai dit tu me feras un article spécial là-dessus. Donc j'ai pas lu son encadré, donc je ne sais plus à vous répondre, mais voilà, il y aura un article là-dessus, mais bon, on trouve ça sur Internet de toute façon, mais je ne peux pas répondre, je ne sais pas, je ne suis pas assez... Voilà. Et l'autre question, c'est par rapport à ce qui se passe ici. Oui. On a des arbres fruitiers, on a des plantes, etc., sur lesquels les fourmis auraient tendance à aller spontanément, et nous, on aurait tendance à les empêcher. Oui. Est-ce que c'est une erreur? Finalement, non, c'est pas une erreur, parce que les relations, sous les tropiques ou en pays tempérés, les relations entre les fourmis et les plantes ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a très peu d'arbres à nectaire extrafloraux. Il y a des exceptions, prenez les cerisiers. Une feuille de cerisier, à la base du pétiole, il y a 2 petites glandes rouges, mais il n'y a pas les nectaires qui produisent autant. Pourquoi? Parce que, c'est pas pourquoi, comment est-ce qu'on l'explique? Cette interaction très forte qu'il y a entre les arbres, les plantes et les fourmis sous les tropiques, elles sont liées au fait que les fourmis, elles sont toujours dans l'arbre. Il n'y a pas de mauvaise saison, donc elles peuvent vivre en permanence dans l'arbre, elles peuvent patrouiller
pendant des années, etc., dans l'arbre, il n'y a pas d'hiver, donc il n'y a pas de période où les feuilles tombent. Donc il n'y a pas ce type de relation. Par contre, cette relation est remplacée chez nous par l'élevage des pucerons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nectar, mais il y a en quelque sorte des espèces de fontaines à substance sucrée. C'est-à-dire que les arbres ne produisent pas des nectars, mais les fourmis vont aller chercher les pucerons, les promener dans les endroits où les feuilles sont les plus tendres, sur les bourgeons, pour y installer des pucerons qui vont se multiplier là-dessus. Et les excréments du puceron, ce qu'on appelle le miella, hein, qui est très riche en sucre, va jouer le rôle du nectar en quelque sorte. Donc c'est un peu l'équivalent avec un intermédiaire supplémentaire qui est une espèce d'insecte, qui en complique. Alors il y a aussi des insectes à miella sous les tropiques, c'est-à-dire que les fourmis font ça aussi, mais voilà, la caractéristique des pays tempérés, c'est qu'on n'a pas une telle profusion de nectar, tout simplement parce que pour les plantes, elles n'ont pas coévolué avec des associés qui sont toujours présents sur le feuillage, tout simplement parce qu'à un moment, les feuilles tombent. Mais le fait de les laisser, on n'appauvrit pas la plante. Enfin, nous on aurait tendance à penser que c'est un parasite et que ça ça peut être problématique, justement, parce que ça dissémine les pucerons. Et les pucerons, ça va vite, très vite, vous le savez. Parce qu'il suffit que les fourmis vont emmener les pucerons aux endroits stratégiques. Elles vont amener des pucerons, soit femelles ailées, soit des femelles parthénogénétiques, qui n'ont pas besoin de mâles. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils déposent quelques femelles de pucerons. Ces femelles de pucerons vont commencer à pomper de la sève et transformer la sève qu'ils avalent en nutriments. Vont rejeter le sucre en excès, mais avec tout le reste, elles vont pondre des petits pucerons qui sont déjà formés, qui sont tous femelles, des clones. Ce qui fait qu'une colonie de pucerons, ça se multiplie à une vitesse folle, parce que ce sont des individus clonaux. Il n'y a même pas besoin d'avoir reproduction sexuelle. Du coup, c'est un prédateur. Ça devient un parasite de l'arbre par l'intermédiaire des pucerons. Donc quand vous avez des fourmis qui montent dans l'arbre, c'est rigolo, mais en fait, s'il y a des pucerons dans l'arbre, il faut mettre quelque chose pour les empêcher de monter. Maxime, tu as vu, mais il y a une grande qui pose encore une question. On t'en laisse une pour toutes les 3 questions. Mais promis, on te la redonne régulièrement. Madame. Est-ce qu'on peut imaginer dans les 2 jardins que vous avez montrés avec ces plantes qui poussent vraiment en bord, dans des conditions difficiles, et puis les autres plus humides, on peut imaginer qu'à terme, les graines finissent par donner systématiquement des plantes très résistantes? On a essayé, on a fait des études génétiques. Au début, on s'est dit c'est pas la même espèce, c'est la même espèce. Et si vous faites pousser, alors c'est pas facile parce que faire germer ces plantes, on y arrive, mais pour obtenir aller au-delà du stade de la plantule, il a fallu des années pour y arriver, tout simplement parce que il leur faut des conditions particulières. Et on s'est rendu compte que c'est-à-dire que génétiquement, on pouvait passer de l'une à l'autre. C'est-à-dire que la graine, elle avait une forme si elle était manipulée par une fourmi, et une autre forme si elle était manipulée par une autre fourmi. Donc on prend les mêmes graines, poussées dans les mêmes conditions, elles donneront la même. Et dans le temps, parce que ça c'est maintenant. Mais justement, l'évolution. Voilà, dans le temps, on peut imaginer des systèmes dans lesquels ça diverge. On pourrait très bien imaginer que ça puisse diverger. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'a pas vu de différence génétique et il y a toujours la plasticité de la forme qui fait que mais on peut imaginer que c'est un processus. Et du coup, on pourrait imaginer un processus de spécialisation. La plante se modifie et se spécialise vraiment avec une fourmi, l'autre se spécialise vraiment avec une fourmi, et au bout d'un moment, elles sont tellement spécialisées que les fleurs, ça devient des espèces différentes. Ce serait un mécanisme de spéciation, de création de nouvelles espèces, via une interaction. C'est plausible, oui. Je voulais savoir si vous avez pu étudier comment les comportements sont acquis, comment les fourmis arrivent à sélectionner. Elles savent que c'est cette graine-là qu'il faut prendre. Alors je ne l'ai pas dit, parce que, elles savent qu'il faut prendre cette graine-là parce qu'on se dit c'est formidable, les fourmis manipulent la plante, mais ça marche dans les deux sens. C'est un processus de coévolution, elles ont vraiment coévolué ensemble. Si les fourmis prennent ces graines-là et les mènent dans leur nid, elles ne prennent pas d'autres graines, elles choisissent celles-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont attirées par ces graines. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'à la surface de ces graines, il y a des composés chimiques qui sont les mêmes composés chimiques qu'on va trouver à la surface des larves des fourmis.
En fait, les fourmis sont leurrées, elles se font avoir. La plante manipule la fourmi autant que la fourmi manipule la plante, si on veut voir ça d'une façon un peu imagée. Hein. Donc ce sont des processus qui sont mis en place comme ça, qui fait que... Voilà, alors comment ça a commencé? C'est toujours pareil, c'est compliqué. Que des fourmis amènent comme matériau de construction des graines en même temps qu'une crotte d'oiseau, n'importe quoi, pour faire leur nid. Puis tout d'un coup, il y a des plantes qui se mettent à germer. Voilà, ça a pu commencer comme ça. Et puis, elles vont être plus attirées par des graines qui ont une odeur qui leur sont familières que d'autres. Et du coup, elles vont sélectionner des graines qui ont une odeur qui leur est familière. Et au bout d'un moment, voilà, on a des mécanismes comme ça, de course aux armements positifs, quoi, en quelque sorte, hein, de coévolution positive. Et là, on peut dire, il n'y a pas de raison. Si on dit que la fourmi manipule la plante, on peut dire que la plante manipule aussi la fourmi. Ça marche dans les deux sens. Oui. À propos de manipulation, dans un second temps, on aura un second invité qui va nous parler des virus sauteurs et de la manière dont un virus peut prendre un bout d'ADN, un virus qui peut être issu d'un bout d'ADN de la plante, peut prendre le contrôle d'une espèce et lui indiquer quoi faire et en mode zombie. Ah oui, non, bien sûr. Bien sûr. Au début, j'ai dit, je ne parle pas des micro-organismes, c'est pareil, quoi, la quantité de micro-organismes qui interagissent avec nous et voilà la façon dont nous, être mammifères, animaux ou même êtres humains, hein, et la façon dont, voilà, sans ces micro-organismes-là, on aurait des gros problèmes parce que dans le génome de ces micro-organismes, il y a un certain nombre de choses qui nous sont, voilà, qui produisent des substances qui nous sont absolument nécessaires. Voilà. Et ensuite, effectivement, ça peut aller jusqu'au transfert de gènes via des virus. Voilà. C'est un monde qu'on découvre. J'ai une question au sujet des photographies là, que tu nous proposes. Il y en a certaines qui sont vraiment très spectaculaires. Est-ce que ça pose des difficultés particulières d'obtenir ce genre d'image? Et j'en profite pour signaler que je crois que dans la salle, il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la photographie des insectes et des fourmis en particulier. Ça, c'est pas moi qui l'ai prise, celle-là. Ça, c'est mon collègue Alain. Mais il y en a pas mal qui sont de moi. Hein. Mais celle-là, j'étais là, mais j'ai vu, je me souviens quand il l'a prise. Des photos de cette qualité-là, parce que voilà, ça demande une journée de travail pour faire des photos. C'est-à-dire qu'il y a des photos, des fois on a la chance, on est en train de travailler, on fait nos manips, on prend une photo, ok, ça c'est la photo de base. Mais pour avoir des belles photos comme ça, il faut passer une journée sur le terrain, se préparer le terrain pour prendre des photos. On ne peut pas prendre des bonnes photos si on n'est pas... Là, ce jour-là, on vient avec tout l'attirail photo, tous les objectifs, ça pèse un Allemand en forêt avec ça. Il prend le jour où il ne tombe pas des troncs d'eau, voilà. Ça veut dire qu'il y a une part d'opportunisme en fait dans le cliché. Ouais. On sait que c'est des phénomènes qui peuvent se reproduire ou il y a une part de hasard on aide le hasard, hein, des fois. C'est-à-dire qu'on se met dans les bonnes conditions. Hein, on se met dans les bonnes conditions. Dans notre jargon, enfin c'est même pas un jargon, dans notre histoire à nous, on a des hirtella qui marchent bien, des hirtella qui marchent pas bien, il y en a qui sont en bonne santé. Bon, en fait, on s'est surpris à parler de l'ensemble, arbre plus fourmi plus l'ensemble, comme une entité globale. On a fait des manips dans lesquelles on disait qu'on nourrissait les arbres. En fait, on nourrissait pas les arbres, on nourrissait les fourmis. C'est-à-dire qu'on choisissait 30 hirtella avec des fourmis et des pièges, et 30 hirtella avec des fourmis et des pièges. On les comparait, et à 30 d'entre eux, on capturait des temps et on donnait à manger aux fourmis. Et tous les jours, on venait donner à manger une quantité énorme. Ouais, sauf qu'on fait ça tous les jours pendant un mois, et après on regarde. Eh bien, on voit que nos hirtella, ils poussent plus vite, ils produisent plus de fleurs, plus de fruits, il y a plus de graines dans les fruits. C'est-à-dire qu'on nourrissait les arbres. C'est-à-dire que quand on donnait des temps aux pièges, on avait des arbres qui étaient en santé magnifique. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il y a forcément des nutriments qui passent. Ils passent d'une certaine façon, ils passent via le champignon. Donc on nourrit le système. Et donc nous on nourrit l'arbre en donnant des temps aux fourmis. In fine, on fait des arbres qui vont produire beaucoup plus de fruits, des fruits de meilleure qualité, avec plus de graines. Voilà. Surtout qu'en observant un très grand arbre, on observe un cimetière. Comment? En observant un très bel arbre, on observe un cimetière.
Oui, d'insectes, oui. Ah, oui, oui, parce qu'en fait, tout le piège, ce ne sont que des cadavres. Donc, la vie se nourrit de la mort. Hein. Tous les écosystèmes sont basés là-dessus. Hein. On ne vit que parce qu'on mange des végétaux ou des animaux qui eux-mêmes ont mangé des végétaux. Et nous serons nous-mêmes mangés. La plupart des charpentes, c'est aussi des êtres vivants morts. Les charpentes. On utilise le bois mort en fait, oui. pour construire. Oui. Oui, la partie morte des végétaux. Maxime, je ne sais pas si c'est pas juste, il y a un petit creux où tu peux poser ta question. Vas-y. Tu sais ce que tu élèves comme fourmi? Tu connais son nom? Oui, c'est le Messor barbarus. Bravo, les granivores. Tu leur donnes des graines. Intéressant. Des graines carnivores, des graines. Comment? Des messors. Non, c'est des Messor barbarus. Donc c'est des fourmis méditerranéennes granivores. Ah, Granivores. Pas des disséminatrices de graines. Hein. Contrairement, là je suis passé dessus, hein, je n'ai pas dit. On a des fourmis disséminatrices de graines. Hein. Là, cette graine-là, elle a une espèce de petit machin. Alors ça, on trouve ça, c'est pas sous les tropiques, hein, c'est chez nous. Vous prenez des graines de kélidoine, des graines de violette, etc. Vous regardez la graine, il y a une espèce de petit truc, on appelle ça, je suis désolé, il n'y a pas d'autre nom, un élaïosome. L'élaïosome, ça veut dire un corps gras, un corps plein de graisse. C'est-à-dire que, en fait, la fourmi, elle est attirée par ça, elle ramène l'ensemble dans le nid, et les larves ou les fourmis qui sont dans le nid vont manger l'élaïosome, et ensuite elles vont rejeter la graine. Et en fait, là aussi, c'est une coévolution entre les fourmis de chez nous, notamment, et certaines plantes, comme les violettes, etc. Parce que enlever l'élaïosome, ça augmente les capacités de germination de la graine. C'est-à-dire que c'est pas seulement que la fourmi s'en nourrit, mais ça fait partie du mécanisme. Donc là aussi, il y a une coévolution entre des plantes comme les violettes, comme les kélidoines, etc., et certaines fourmis. Ce qui est différent donc, de ce que Maxime nous dit à propos des messors, qui sont des granivores, elles qui se nourrissent des graines. Donc ils sont des ennemis des graines et des ennemis des plantes. C'est les fourmis méditerranéennes qui vont aller chercher des graines partout, les stocker à l'intérieur de leur nid. Et c'est la fameuse, pour ceux qui ont un peu une culture biblique, c'est la fourmi qu'on trouve dont on parle dans la Bible, qui fait des réserves de graines. Bon, je ne suis pas spécialement un expert de la Bible. C'est de La Fontaine. Oui, aussi, c'est celle de La Fontaine qui devait faire référence à la fourmi biblique, hein, parce que, voilà, qui stocke des graines et voilà. En fait, elle les stocke, mais pour les manger. Alors, ça peut parfois permettre la dissémination des plantes, parce que les fourmis peuvent mourir, et donc on a une accumulation de graines. Voilà. Comment vous choisissez vos sujets de recherche? Alors, j'ai l'immense privilège au cours de ma vie de les avoir choisis un peu comme je voulais. C'est de plus en plus difficile parce que, évidemment, le financement de la recherche se fait de plus en plus maintenant, non pas sur des fonds. C'est-à-dire que c'est pas on vous donne tant d'argent, faites ce que vous voulez, tout fonctionne par réponse à des appels à projets. Donc évidemment, avec des mots-clés, etc. Bon, après, on ruse, hein, on met changement climatique, biodiversité, on raconte des belles histoires, on fait quand même les choses. Mais malgré tout, on peut très bien répondre à des appels d'offres, faire un certain nombre de choses pour lesquelles voilà, on a de l'argent, on doit faire des choses fondamentales ou appliquées d'ailleurs. Mais quand on est sous les tropiques, il y a tellement de choses à découvrir que moi, toujours, j'ai été très opportuniste sur les choses qu'on voyait. Ces histoires de jardin de fourmis, personne n'avait travaillé dessus. Ces histoires de pièges, on est tombé dessus, on s'est dit on va travailler là-dessus, c'est une histoire absolument incroyable. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. C'est-à-dire que voilà, je travaillais sur les fourmis arboricoles, je grimpais dans les arbres. Qui est-ce qui m'embêtait? Les guêpes. Du coup, on s'est mis à travailler sur les guêpes, tant qu'à faire. Elles nous embêtent, on va essayer de les comprendre mieux, on travaille dessus. Vous travaillez sur des fourmis arboricoles, vous ouvrez un nid pour savoir ce qu'il y a dedans, vous trouvez des coccinelles. Qu'est-ce qu'elles font là?
Ben, la fois d'après, on cherche cette fourmi-là, on regarde si c'est par hasard, ou du coup on se met à travailler sur les interactions entre les fourmis et les coccinelles. Ben, voilà, très opportuniste. C'est-à-dire que le système actuel de réponse, d'appel à projet, à mon avis, elle tue la créativité et la recherche, totalement. Alors, c'est bien qu'il y ait des appels à projet, mais qu'on ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est à déposer un projet, il faut déjà dire ce qu'on va trouver comme résultat, quelle méthode statistique on va utiliser, dans quelle revue on va publier. Et enfin voilà, je schématise presque, quoi. C'est-à-dire qu'on attend de nous de savoir déjà ce que l'on va trouver. Parce qu'il faut être dans ce qui est à la mode, ce qui est important. Et c'est quelqu'un qui décide, voilà, il faut travailler sur ces secteurs-là. Là, il y a de l'argent. Ailleurs, il n'y a rien du tout. Tout ce que je vous ai présenté là, vous ne trouverez pas un copec à l'heure actuelle dans la recherche publique française pour le faire. La plupart de ce qui a été fait là a été fait en marge d'autres recherches. Une grande partie de ce qui est là a été fait en marge d'autres recherches. Et c'est là où on s'éclate le plus parce qu'on découvre des choses nouvelles, on fait de l'histoire naturelle, on ne fait pas que... Voilà, on découvre des choses... Comment voulez-vous répondre à un appel d'offres? Vous allez dire, je vais découvrir des nouvelles relations entre les plantes et les animaux. Ben non, on vous demande d'écrire 30 pages pour expliquer exactement comment vous allez faire vos expériences, avec quel matériel, combien ça va vous coûter, combien de fois vous allez prendre l'avion, enfin, tout doit être détaillé. Pour répondre aux appels d'offres, c'est un travail énorme, sauf que ça tue la créativité. Ça tue totalement l'innovation et la créativité. Et moi, dans notre domaine, toutes les choses les plus intéressantes, je les ai trouvées avec une partie de... Il y a un terme qui est revenu, qui vient de l'anglais, qui est venu à la mode, serendipity, la sérendipité. C'est-à-dire un mélange de hasard, on cherche quelque chose, on trouve autre chose. Et parce qu'on connaît quand même pas mal de choses sur l'écologie, on se dit, tiens, là, il y a quelque chose. Et voilà, tout ce mélange-là fait qu'on découvre des choses nouvelles. Mais tout ce que je vous ai présenté là, sur les travaux de Guyane, c'est une toute petite partie. Toutes ces interactions-là, d'abord c'est une découverte par hasard. Ça, j'ai trouvé ça au Panama avec un copain, après je m'en voulais parce qu'on a dégommé ce Cecropia, et on s'est dit mais c'est quoi cette bestiole? Et après en cherchant dans la littérature qu'il y avait un siècle, on a pu reconstituer que donc c'était une Pachypondila, elle ne s'appelait pas encore comme ça, c'est depuis qu'elle s'appelait comme ça, et que ce Cecropia, peut-être qu'il doit en rester une quarantaine d'arbres maintenant. Donc on en a dégommé un sans savoir ce que c'était. Et il est au Panama, à un endroit, il y a peu de gens qui savent où. Voilà. Donc on l'a ouvert, on a trouvé ce truc, et voilà. Je mourais d'envie de retourner au Panama pour l'étudier, puis après je me suis dit, ben non, il ne faut surtout pas l'étudier. Pour l'étudier, il faut les détruire. Et pour l'instant, signalons-le et essayons de les préserver, quoi. Ou alors on va en trouver, peut-être que c'est très commun quelque part, non pas au Panama, mais au Costa Rica. Mais pour l'instant, voilà. Donc beaucoup de... Ouais, c'est quand même... voilà, c'est des milliers d'heures passées sur le terrain, sur lesquelles on fait des choses très répétitives, et on voit souvent toujours les mêmes choses, puis tout d'un coup on trouve quelque chose de nouveau. Et on se dit, mais c'est exceptionnel, puis après non, on se rend compte que c'est pas exceptionnel, c'est qu'on n'a pas regardé comme il fallait au bon endroit, ce qu'il fallait avoir. Irtella, avant de travailler dessus, on a dû passer à côté, dégommer à la machette un grand nombre sans le savoir. Oui, parce que des fois on donne des coups de machette pour progresser, et on a dû en détruire voilà, sans se rendre compte. Maintenant, je suis en sous-bois, à 20 mètres, j'exagère, à 10 mètres, je me dis tiens, un Irtella. Et rien qu'à voir sa forme, je sais s'il habitait ou pas, parce que je vois comment sont les feuilles. Voilà. Après, c'est du... Voilà. Comme un éleveur qui reconnaît ses brebis loin. Quand on travaille des dizaines, des centaines d'heures sur un petit arbuste, on reconnaît facilement, alors qu'a priori, c'est un arbuste parmi les autres. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on continue. Ah, il y en a d'autres? Sinon, on aurait continué la conversation comme ça, de manière un peu plus informelle en dire, si c'est possible. Et je crois que Maxime peut avoir une autre forme. La dernière. Allez, la dernière, Maxime. Mais les guêpes, si elles piquent de la nourriture aux fourmis, et ben les fourmis elles ne chassent pas. Si, elles essayent, non seulement, elles y arrivent en plus. Elles essayent évidemment.
Mais tu sais, les guêpes, ce qu'elles font, elles ont un avantage sur les fourmis, elles savent voler. Donc on va y revenir. Je vais dans le mauvais sens. Voilà. Là, comment elles font? Elles volent comme ça. Donc là, tu as un morceau de sauterelle qui est là. Alors, la guêpe, elle n'est pas folle. Pas folle. La guêpe, elle vole comme ça. Elle ne va pas aller se poser comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle essaye, en général, ce qui se passe, c'est qu'elles essayent d'intervenir dès que cette sauterelle a été capturée. En fait, elles sont efficaces, c'est quand elles arrivent tout de suite. Tu as une sauterelle, elle se fait prendre par le piège. La sauterelle, elle n'est pas complètement écrasée contre le piège, elle est comme ça, elle essaye de se sauver. Puis paf, là, elle est paralysée. Et par exemple, elle a une patte qui est libre, comme ça. À ce moment-là, la guêpe, elle va arriver et elle va arracher la patte, mais véritablement. Elle va prendre son bout et se sauver avec. Et là, elle va venir, mais là, on voit bien que la patte, là, elle est déjà bien contre le piège. Donc là, elle essaye de la prendre et pas de chance, elle est en train. Alors là, elle met la patte sur la proie, donc elle risque rien, mais là, elle risque de mettre la patte. Et déjà, là, sa copine, elle s'est fait avoir. Hein, elle s'est fait avoir. Là, elle est prise. Elle est foutue, celle-là. Non, là, elle essaye de se sauver. C'est dommage, j'ai pas de photo où on voit les ailes qui vibrent comme ça. Elle essaye de se sauver, elle est trop tard. Et là, les fourmis vont la prendre. Donc les guêpes, elles essayent de piquer les proies rapidement, et puis des fois, elles se font avoir. Des fois, elles se posent, elles essayent de se poser au bon endroit, mais elles se font avoir quand même. Alors par contre, il y a quelques espèces de guêpes, hein, les plus robustes, les plus costauds, comme elles sont à la fois rapides et assez solides, costauds, elles y arrivent assez bien. Les guêpes de petite taille se font avoir quasi systématiquement. C'est pas très succès. Ils n'ont pas tellement grand succès. Voilà. Donc ouais, les fourmis gagnent souvent à la fin. Pas toujours, mais souvent. Il y avait quand même une question sur le titre, parce que tu as choisi Alliance et Mésalliance. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler une mésalliance, en fait? Et est-ce que ça arrive quand on observe des processus de coévolution qui ne sont pas terminés? C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans des situations qui sont... On n'est que dans des processus de coévolution qui ne sont pas terminés, ça n'existe pas. Et si, ça peut exister. Ça peut arriver on peut arriver à des impasses. Par exemple, des impasses, le guépard qui court après la gazelle, ça s'arrêtera bien un moment. C'est-à-dire qu'il y a des limites physiques, la gazelle, elle ne pourra pas faire du 384 km/h, le guépard du 386, ça n'est pas possible. Le guépard, son cœur explose s'il va plus vite, c'est fini. On est aux limites physiologiques de ce que permet un corps de mammifère. 150 km/h, soi-disant, chrono, sur une toute petite... Au-delà, le cœur explose, c'est plus possible. Mieux. Alors là, c'est une limite théorique, parce qu'on peut se dire, peut-être qu'il pourra opter avec des matériaux composites, avec un cœur en tungstène. On peut rêver. Mais on peut imaginer qu'il arrive à mieux. Mais il y a des cas où ça s'arrête. Un cas de coévolution négative, parasitisme coucou avec qui parasitent. La femelle du coucou, elle pond ses œufs dans le nid d'espèces qu'elle parasite. Par exemple, une rousserolle ou un rouge-gorge, pour faire des choses que les gens connaissent mieux. Donc, le nid de coucou, un troglodyte. Voilà. La femelle coucou, elle arrive, elle repère que les parents troglodytes soient partis. Quand les parents troglodytes sont partis, elle prend un œuf de troglodyte, elle le mange, et pof, elle pond son petit œuf, elle se sauve. Les parents troglodytes, ils arrivent, il y a le même nombre d'œufs, et l'œuf qui est pondu par le coucou est rigoureusement identique à un œuf de troglodyte. Ils se font avoir. Sauf que le processus évolutif de tout ça, le coucou, c'est un oiseau qui doit faire dans les, je ne sais plus, mais la femelle doit faire dans les 130 grammes. Le troglodyte, il doit faire dans les 10, il ne fait pas les 10 grammes, 8 grammes. 130, 8 grammes. Un rapport de 12, 13, 14 fois. Donc normalement, le coucou devrait faire un œuf énorme au milieu de ces... Alors, les petits troglodytes, ils arriveraient, ils verraient ce gros machin dehors. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les ancêtres du coucou, quand ils ont commencé à parasiter les troglodytes, ils ont mis leur gros œuf, leur gros machin, et les troglodytes, ils ont couvé ce machin-là. Sauf que, évidemment, si ça marche à tous les coups, les troglodytes, c'est désavantageux pour eux. Donc, qui est-ce qui va être favorisé? Les troglodytes malins qui se disent, mais c'est quoi ce machin? Alors, ceux-là, ils mettent dehors, ceux-là vont avoir plus de chances de succès évolutif que ceux qui n'y voient rien. Donc, le coucou, il ne pourra plus pondre son gros œuf dans un œuf de troglodyte si tous les troglodytes sont capables de discriminer. Donc,
qui est-ce qui va être favorisé chez les femelles coucou? Les femelles coucou qui font des petits œufs de rien, pas très gros, quoi, qui sont très gros, mais pas très gros par rapport, ils seront avantagés. Donc, parce que les troglodytes, peut-être, ne discrimineront pas. Donc là, il y a une course aux armements. Plus je suis discriminateur pour voir que ton œuf ne ressemble pas au mien, plus j'ai des chances de succès, et donc plus je vais évacuer les œufs qui ne ressemblent pas aux miens. Comment est-ce que les coucous peuvent s'en sortir? Parce que les coucous, il faut bien qu'ils s'en sortent eux aussi. Parce qu'on est parasite, c'est son fonds de commerce à lui. Donc, le parasite, il va falloir qu'il fasse s'il veut s'en sortir, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ceux qui vont réussir à parasiter les troglodytes, c'est ceux qui vont faire des œufs. Sauf qu'à un moment, avec ce processus-là, on va arriver à quoi? On va arriver à un coucou, une femelle coucou qui pond un œuf qui est rigoureusement identique à l'œuf de troglodyte. Ce qui est le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que les coucous européens sont capables, le coucou gris européen parasite à peu près 50 espèces d'oiseaux, en France à peu près une quinzaine, et que les femelles de coucou, quand elles parasitent des troglodytes, quand elles parasitent une rustrole effarvate, quand elles parasitent une rustrole turdoïde, quand elles parasitent que sais-je, eh bien à chaque fois elles vont pondre un œuf qui est mimétique, parfait, de l'œuf de l'espèce parasitée. Elles ne le font pas à la demande, hein. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un système génétique compliqué. C'est-à-dire qu'au sein des coucous, même s'il s'agit bien de la même espèce coucou, au sein des femelles, il y a des lignées femelles spécialisées sur des espèces d'oiseaux qui sont parasites. Et ça, c'est un mécanisme progressif de spéciation, parce que c'est toujours bien la même espèce coucou. Mais à l'intérieur de cette espèce coucou, les femelles se différencient avec ce qu'on appelle des jantes, c'est-à-dire des lignées de femelles qui se différencient. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque le déterminisme génétique de cette histoire est complexe, très complexe. Voilà. Mais là, voilà, tout ça c'est pour dire qu'on a parfois des processus de coévolution qui s'arrêtent, parce que ça ne peut pas aller plus loin. Mais là, ça ne peut pas aller plus loin sur l'histoire de l'œuf. Mais après, les parents parasités, ils ont peut-être d'autres façons de reconnaître que le petit n'est pas le leur. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Quand le petit coucou naît, donc il sort d'un tout petit œuf, alors que ses parents sont énormes, il sort de ce petit œuf, il est sans plumes, etc. Il sort, qu'est-ce qu'il fait? La première chose que fait le bébé coucou, vous savez l'histoire, hein, il évacue tous les autres œufs. Si ses frères et sœurs adoptifs potentiels sont nés, il les balance par-dessus bord pour être le seul. Ben oui, c'est les parents troglodytes qui vont le nourrir. Lui, il doit faire 130 grammes. Ses parents, ils font à peine 8 grammes. Les parents, ils nourrissent ce monstre qui commence à exploser le nid, qui va se poser à côté, et il continue à grossir. Donc, il n'y a pas de mécanisme. Il pourrait y avoir, au cours de l'évolution, mise en place d'un mécanisme qui permet aux parents, dès qu'ils voient ce petit, disent « Attendez, la théorie de l'évolution, ça ne marche pas, ça marche pas cette histoire. » Donc on pourrait très bien avoir un mécanisme de discrimination, non pas de l'œuf, mais du petit. Chez le coucou européen, ça n'existe pas. Par contre, chez les coucous australiens, le coucou de Horsfield, il n'y a pas de discrimination des œufs, mais la discrimination se fait au moment de la naissance des petits. Les parents ont des mécanismes pour reconnaître des œufs du coucou de Horsfield, les oisillons. Et les oisillons ont des mécanismes de défense pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ces processus de coévolution sont sans fin, sans fin, sans fin. L'évolution est sans fin, rien n'est fixé. C'est ce que je disais au début, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'image de la Reine Rouge est une bonne image. C'est-à-dire que comment est-ce que Van Wanen en est arrivé là à dire ça? Il a regardé la durée de vie moyenne des espèces passées. C'est-à-dire qu'il a fait de la paléontologie. Et il s'est rendu compte que, quelles que soient les espèces, elles avaient une durée de vie d'à peu près équivalente. C'est-à-dire qu'une espèce qui vivait il y a 400 millions d'années, vivait 3 millions d'années et puis disparaissait. Maintenant, c'est pareil. C'est quand même bizarre. Les êtres vivants ne font qu'évoluer. À force d'évoluer, ils devraient être super costauds, quoi. Enfin, super adaptés à tout un tas de situations. Pas du tout. Ils ne sont pas suradaptés, super adaptés, ça n'existe pas, parce que tout le monde évolue en permanence. Donc toutes les cartes sont battues en permanence. C'est-à-dire que moi j'évolue, je suis plus fort, je cours plus vite, je suis plus beau, je métabolise mieux les protéines, je produis plus d'énergie, voilà. Mais tu peux toujours, parce que tu gagnes un avantage, mais dans ce système de compétition, l'autre va aussi avoir un avantage. Je crois qu'on peut te remercier, merci beaucoup.